L'histoire commence avec un homme debout seul dans une pièce, il dit que Matthew Gu et les autres sont partis et qu'il aurait dû partir avec eux. Il s'assoit sur le canapé et dit qu'il n'aurait pas dû partir car cette pièce est sûre. L'homme entend un bruit fort, il était déjà confus, et maintenant il a encore plus peur. On frappe à l'immense porte métallique de la pièce dans laquelle se trouve l'homme. L'homme attrape la poignée de la porte et demande si les autres sont déjà revenus. Il a du mal à croire qu'ils sont déjà arrivés, l'homme ouvre la porte de la chambre. Il sort dans le couloir, il n'y a personne là-bas, ce qui amène l'homme à se demander s'il a entendu des sons. Il retourne dans la pièce et ferme la porte massive derrière lui avec un bruit fort, il se cache et essaie de se convaincre que ce n'était que son imagination, il a très peur. L'homme aperçoit la silhouette d'un homme à la porte, ce qui l'effraie encore plus. Il se cache sous la couverture et tremble de peur en regardant quelqu'un ouvrir la porte de l'extérieur. Quelqu'un entre, l'homme demande si le nouveau venu est Matthew Gu, mais ne reçoit aucune réponse. Il se réjouit et dit qu'il est enfin venu. Il arrête brusquement sa phrase lorsqu'il remarque quelque chose. L'homme commence à crier de peur et essaie de se couvrir avec ses mains. Ailleurs, dans la rue, une jeune fille salue un médecin qui marche dans la rue. Il s'agit de Matthew Gu, stagiaire au service de chirurgie de l'hôpital de Lianhua. Il sourit poliment et salue la jeune fille. Il continue de marcher, mais remarque soudain quelque chose à côté de lui. Matthew Gu passe, quelque part à proximité, un pot avec une plante tombe au sol et se brise. Matthew Gu regarde l'endroit où le pot est tombé, quelqu'un remarque que c'est encore ce médecin. Au même moment, un autre pot tombe d'en haut, juste à côté de la tête du héros. Le héros tourne sur place et un pot qui tombe passe devant sa tête, puis un autre tombe, et encore un autre. Le héros compte le nombre de pots qui tombent. Les gens autour regardent ce qui se passe avec surprise. Le héros dit que 18 pièces sont tombées cette fois. Le héros se souvient de son passé, il a été envoyé dans un orphelinat lorsqu'il était enfant, mais il a fait faillite. Ensuite, il a été envoyé à la maternelle et la maternelle a également fait faillite. Lorsqu'il grandissait, toutes sortes de malheurs le suivaient partout, naufrages, accidents, explosions. Mais malgré tout ce qui s'est passé, il est toujours bien vivant. Le vieil homme à proximité dit que 18 pots de fleurs tombées peuvent être considérés comme une tentative de meurtre. Le héros dit modestement que ce n'est pas un gros problème, mais le vieil homme s'indigne en entendant cela. Le héros dit que n'importe qui peut se tromper et que ce n'est qu'un petit problème, il quitte les lieux. Le médecin pense que la vie le laisse encore tomber. Soudain, il remarque quelque chose à côté de lui. Un camion fonce juste devant les héros, manquant de peu les percuter. Son entourage est surpris et effrayé que le héros soit à nouveau au bord de la mort. Le camion se retourne avec un bruit de grincement fort, sans heurter le personnage principal. Le héros dit aux autres que tout est normal, mais il ne considère pas ce qui lui arrive comme normal. Le camion s'arrête et un homme en descend. L'homme va chez le médecin et lui demande avec inquiétude s'il va bien, il s'avère que les freins de la vieille voiture sont tombés en panne. Le héros dit calmement que tout va bien pour lui et le conducteur est surpris qu'il ait été trop calme à ce sujet. Le héros commence à partir, mais le chauffeur est inquiet et dit qu'il devrait procéder à un examen. Le chauffeur demande si le personnage principal sait où se trouve le service psychiatrique, puisqu'il est plombier et qu'il doit y réparer l'évier, le héros dit qu'il l'y emmènera. Le conducteur dit qu'il est la victime d'accident la plus saine d'esprit qu'il ait jamais rencontrée. Matthew Gu dit qu'il est chirurgien dans le département, il peut donc le diriger. Ils entrent tous les deux dans l'ascenseur, et en entrant, le héros remarque quelque chose dans le sac du plombier. Il y a là un journal qui rapporte qu'un incendie inattendu à l'école a coûté la vie pendant plusieurs jours. Le conducteur demande comment le héros a réussi à échapper à la voiture, et Matthew Gu répond que la vie l'a forcé. Soudain, un bruit fort se fait entendre, l'ascenseur commence à trembler et le chauffeur demande avec effroi si un tremblement de terre a commencé. Le héros réfléchit à la fin des malheurs sans fin qui le hantent. La lumière s'éteint et le tremblement cesse, le conducteur demande quel son il entend. Le héros se sent insatisfait de ce qui se passe. Il voit un message flotter dans l'air devant eux indiquant que le jeu est sur le point de commencer un effondrement mondial et que tous les joueurs sont humains. Les deux gars regardent avec surprise le message qui apparaît, ils sont complètement perplexes et demandent ce qui se passe ici. L'avis du système indique que 99% de la population mondiale ne répond pas aux normes, le jeu est donc conçu pour aider l'humanité à évoluer et à se développer. Les deux gars ont lu qu'il s'agissait d'un jeu de survie, le personnage principal est curieux du jeu. Le plombier lit que la mort dans le jeu ne sera pas réelle, mais que la douleur sera toujours réelle. Le personnage principal remarque que dans sa description il n'y a rien sur la fausse mort. Il pense que les autres joueurs ne peuvent pas mourir, mais il appuie quand même sur le bouton pour démarrer la partie. Il pense qu'il va bientôt devenir fou d'une telle vie, et il est transporté quelque part. Il demande au plombier s'il est toujours là, mais ne reçoit aucune réponse de sa part. Le héros regarde la notification, qui indique qu'il doit attendre que les informations du joueur soient traitées. Enfin, le téléchargement se termine et le personnage principal est invité à saisir son nom de jeu. Le héros réfléchit nerveusement au nom qu'il devrait choisir dans le jeu. Il entre du texte dans la zone de nom. La notification du système indique que le nom papa est déjà pris, le héros jure de déception. Ensuite, le système commence à analyser les caractéristiques du personnage principal. Après cela, il lui est demandé de choisir ses premiers vêtements,
les options incluent aucun vêtement, un maillot de bain et sa robe blanche actuelle. Il décide de laisser les vêtements tels quels, le système indique que le personnage a été créé avec succès et qu'il doit maintenant écouter les règles du jeu. Immédiatement après le début du jeu, tous ceux qui décident de jouer doivent utiliser leur ticket. Tout le monde reçoit le premier billet gratuitement. Le héros décide de prendre un risque et d'entrer dans le jeu. Il s'avance et voit une grande porte métallique devant lui, il commente que l'endroit semble abandonné. Il se dirige vers la caisse, mais il n'y a personne. Il regarde autour de lui mais ne trouve personne, il décide qu'il doit y avoir un portail quelque part à proximité. Il voit une structure étrange qui émet une lueur violette, il est surpris lorsqu'il réalise qu'il s'agit du portail. La tête au sommet du portail prend vie et ouvre la bouche. Le héros regarde avec peur alors que la créature bouge ses membres. Il voit un nouvel avis indiquant qu'en plus des billets ordinaires, il existe des billets spéciaux qui sont plus difficiles à obtenir, ils peuvent être utilisés même s'il n'y a pas de billetterie à proximité. De plus, la notification indique que les billets peuvent être groupés ou individuels, le héros décide de regarder ses caractéristiques et appuie sur le bouton approprié. Ses caractéristiques sont inconnues, sur la page se trouve également son surnom, la star offensée par Dieu. Le héros se sent insatisfait de son surnom et du fait qu'il est en réalité un bon médecin. Un homme apparaît à proximité et dit que c'est très intéressant quand il regarde les caractéristiques du héros. Le héros est effrayé par l'apparition soudaine d'un inconnu. L'homme dit qu'il est un personnage non-joueur, un huissier, il dit au héros de venir le frapper. Il récupère le ticket et commence à donner des instructions sur la façon de l'utiliser. Au même instant, le héros le frappe au visage avec son poing. Le héros dit qu'ils viennent de se rencontrer, mais l'huissier répète constamment sa demande de le frapper. Le héros entre dans le ticket, le demandeur du billet est mécontent et dit qu'il ne s'agissait pas d'une demande, mais simplement d'un tel texte, et lui dit de prendre le billet et de partir d'ici. Le héros dit qu'il est parti et qu'ils se reverront, mais l'huissier dit qu'après cela, il ne voudra plus le revoir. Le portail change, sa surface devient semblable à l'espace, le héros entre. Le personnage principal traverse le portail et se retrouve de l'autre côté. Une fois passé, il se retrouve à plusieurs mètres de hauteur, et commence immédiatement à tomber rapidement. Il tombe dans le couloir de l'immeuble, le héros touche le sol et se plaint d'avoir mal. Le héros lit les informations sur la fenêtre qui apparaît, il précise que cette mission se déroule dans une école où des élèves sont morts, c'est pourquoi il y a des fantômes là-bas. La fenêtre indique que les joueurs doivent se faire passer pour un enseignant dans cette école, découvrir la vérité sur ce qui s'est passé ici et ne pas révéler qu'ils sont de vraies personnes. Le héros regarde par la fenêtre. Là, vous pouvez voir une rue abandonnée réaliste. Le héros pense que cette simulation ne peut être distinguée de la réalité, un plombier familier s'approche de lui, surpris qu'il soit là aussi. Il s'appelle Van, il dit qu'ici, il faut faire semblant d'être des personnes vivantes. Le plombier se plaint et dit qu'il veut rentrer chez lui, le héros regarde l'homme dans le couloir. Il reconnaît le gars qui se tient dans une pose pensive, c'est Chu Chang. Le héros se souvient que lui et Chu Chang étaient autrefois amis d'enfance. Le héros se met en colère lorsqu'il voit que Chu Chang l'ignore et dit qu'il reste aussi arrogant qu'avant. Il voit ensuite Gully, un jeune homme qui parle calmement de la tâche, mais sa peur se révèle par le fait qu'il tremble de partout. Ensuite, il voit la mère de Zhao Hongxu, qui remarque une odeur désagréable dans le bâtiment abandonné. La fille nommée Kixin Binglin a peur et dit qu'elle veut rentrer chez elle. Chu Chang dit à tout le monde de rester calme, il leur rappelle que ce jeu va les faire évoluer, comme le précise le règlement. Il dit que maintenant ils doivent tous trouver un moyen d'accomplir cette tâche. Il dit que le monde réel est probablement dans le chaos en ce moment et que s'ils parviennent à trouver les billets, cela les aidera également dans le monde réel. Chu Chang dit que désormais ce sera la survie du plus fort, il leur rappelle qu'ils doivent se faire passer pour des enseignants et ne pas révéler qu'ils sont de vraies personnes. Il explique que, selon la manière dont la mission a été organisée, si ces éléments étaient découverts, la mission n'échouerait pas automatiquement. Chu Chang décide qu'ils doivent déterminer les matières qu'ils enseigneront, et quelqu'un suggère de rechercher des informations dans la salle des professeurs. Le personnage principal remarque quelque chose derrière lui et se retourne, mais il n'y a plus rien. Il se demande si c'était une illusion ou quelque chose de plus. Le personnage principal ouvre la porte et entre dans le bureau du professeur avec le reste du groupe. Il voit que le nom du professeur est indiqué sur chacune des tables, il existe également un manuel pour la leçon correspondante. Le personnage principal prend un manuel sur son bureau, son sujet s'avère être la politique. Chu Chang dit qu'il a la biologie et le héros demande si on leur a donné les objets les plus inappropriés. Il demande qui a reçu quel objet, et les autres répondent quel genre d'objet ils ont. Chu Chang remarque qu'il y a un autre bureau d'enseignant dans le bureau et s'approche de lui. Il est indiqué que le professeur de littérature est Xiao Bang. Van remarque que leur groupe ne compte aucun membre portant ce nom. Chu Chang dit qu'il n'y a que 6 personnes dans leur groupe et que c'est peut-être elle qui est la véritable enseignante ici. Il décide de regarder l'horaire des cours. Le héros lit que la leçon d'aujourd'hui est l'éducation physique, qui durera 45 minutes. Van demande s'il peut sécher les cours puisqu'il est professeur d'éducation physique. Le héros répond que dans ce cas, il mourra immédiatement. Van a peur. Chu Chang lit qu'aujourd'hui il y aura l'éducation physique, puis la politique et l'histoire. Après cela,
il n'y aura plus de cours. Soudain, les portes s'ouvrent et quelqu'un entre dans le bureau, les membres du groupe regardent la porte avec peur. Il s'avère que c'est un enfant fantôme qui se tourne vers le professeur. Le héros le regarde un instant, sans répondre. Il prend alors une chaise, s'assoit dessus et invite l'élève à entrer. Il raconte qu'il est préfet de seconde classe, et qu'il est venu rappeler au professeur d'éducation physique que son cours commence bientôt. Le garçon dit que Mathieu Gu est assis au mauvais endroit et que c'est la place du professeur Xiaobang. Le héros répond qu'il le sait. Le garçon demande qui sera son professeur d'éducation physique. Van dit nerveusement que c'est lui. Le garçon pose des cahiers sur la table et dit que ce sont des cahiers pour la leçon. Il dit au professeur de ne pas être en retard. Le garçon se retourne et commence à quitter le bureau du professeur. Avant de partir, il se retourne et regarde la zone du groupe avec un regard étrange. Le personnage principal remarque que le garçon s'inquiète pour Xiaobang. Chu Shang suggère que cela pourrait être lié à l'accident qui a entraîné la mort des enfants. Wang demande à Mathieu Gu où se trouve le bureau de deuxième classe. Il suppose que si les élèves de première année étudient au premier étage, alors les élèves de seconde étudient probablement au deuxième ou au troisième. Mathieu Gu dit que le prochain cours est le sien, donc après l'éducation physique, il retrouvera Wang. Chu Shang se demande si quelque chose d'inattendu va se produire pendant la leçon. Le héros attire l'attention sur le livre qui se trouve à proximité et sur la note en dessous qui dit que l'amour est la meilleure forme d'éducation. Chu Shang dit que pour quitter cet endroit, ils doivent accomplir la tâche ou mourir. Le héros pense qu'il est le seul à ne pas avoir de fonction qui rend la mort irréelle dans le jeu. Van marche dans le couloir et marche soudainement sur quelque chose de doux. Il a peur et demande ce que c'est. Van baisse les yeux et voit qu'il s'agit du corps sans vie d'un lapin. Il ne comprend pas d'où il vient d'ici. Il entend de lui-même la voix d'un étudiant qui s'adresse à lui. Il tremble de peur. Un étudiant au look effrayant montre où aller. Van regarde l'enfant fantomatique, qui dégage une lueur violette. Van ouvre la porte de leur classe. Là, il voit toute une classe d'enfants fantômes qui le regardent. Il réfléchit à la manière dont tout cela se terminera le plus rapidement possible. Il commence à lire dans le manuel qu'un cours d'éducation physique contribue au développement physique des élèves et améliore leurs compétences en matière de travail en équipe. L'un des étudiants l'appelle, mais Van ne répond pas immédiatement. Lorsque Van demande ce qui ne va pas, le manuel suggère de jouer à un jeu car sa leçon est trop ennuyeuse. Van demande avec crainte à quel jeu il veut jouer, et l'enfant répond qu'il veut raconter des histoires. Il explique que chaque participant doit raconter son pire souvenir. Van pense que son pire souvenir se passe en ce moment même, dans cette salle de classe. L'enfant dit qu'il commencera par le dernier élève sur le dernier pupitre. Wang suggère d'enseigner d'abord la leçon, puis de raconter des histoires en dehors des cours. L'élève dit au dernier élève de commencer son histoire effrayante. Il dit que lui et ses amis ont volé 5 yuan pour acheter des sodas dans un magasin. Van dit que voler est une erreur et suggère encore une fois de revenir à la leçon. L'élève suivant raconte qu'il n'aimait pas son frère nouveau-né, alors il s'est peint le visage avec un marqueur. L'élève poursuit en disant qu'il a dit à ses parents que son frère l'avait fait lui-même. L'élève suivante dit qu'elle n'aimait pas le chien de sa tante, alors elle lui a donné un os de poulet. Les élèves continuent de raconter des histoires effrayantes. L'un raconte comment il a volé le lapin de son voisin. Van est encore plus horrifié lorsqu'il entend de plus en plus d'histoires terribles de la part de ses élèves. Il n'en peut plus et se met à crier fort. Il commence à s'éloigner des enfants, effrayé. Van pense que ce sont des monstres pour avoir fait tant de choses terribles à un si jeune âge. Un des enfants demande si le professeur va bien. Van tremble de peur et ne dit rien. Après cela, ils continuent le jeu et leurs histoires. Les élèves continuent leurs histoires, chacune avec une fin horrible. L'un des étudiants a jeté la jeune fille par la fenêtre. Un autre dans son histoire a tué sa sœur cadette. Il continue de parler des meurtres. Un autre étudiant a tué son grand-père. Van, horrifié, leur dit d'arrêter de le dire. Soudain, tout se calme et les étudiants ne disent plus rien. Van se demande s'ils en ont fini avec leur terrible jeu. Les élèves lui disent que c'est maintenant à son tour de raconter son histoire effrayante. L'élève dit que s'il n'a rien à dire, cela voudra dire qu'il est différent d'eux. Van bégaye, essayant de dire quelque chose, il ne sait pas quoi faire. Les enfants l'encouragent et lui disent de raconter rapidement son histoire. Van crie de désespoir qu'il n'a rien à dire. Soudain, la porte de la chambre s'ouvre. Mathieu Gu se tient là, demandant pourquoi tout le monde est debout. Van court vers lui avec soulagement et est heureux qu'il soit enfin arrivé. Chu Shang, qui accompagnait le personnage principal, demande ce qui se passe ici. Van tremble de peur et essaie d'expliquer ce que faisaient les enfants. L'enfant dit qu'il jouait à un jeu et demande ce que Mathieu Gu fait ici. Il répond que le cours est déjà terminé et qu'il est venu les voir. L'enfant dit qu'il n'a pas encore terminé le jeu et que le professeur Wang doit raconter son histoire. Mathieu Gu dit que l'enseignant a besoin de se reposer puisque la leçon est déjà terminée et que le jeu peut continuer plus tard. Chu Shang emmène Wang, qui s'interroge avec inquiétude sur Mathieu Gu. Chu Shang dit qu'il a une leçon maintenant. Wang s'inquiète pour les enfants, mais Chu Shang est convaincu que Mathieu Gu peut y faire face, car il a vu beaucoup de vie. Mathieu Gu est laissé seul au bureau avec les enfants. Leur préfet en chef demande s'il est leur nouveau professeur de politique. Le personnage principal se présente et l'élève demande s'il peut lui poser une question.
Il demande ce que Mathieu Gu craint plus que tout au monde. L'élève demande de quoi Maître Gu a le plus peur au monde. Mathieu Gu se penche et dit à l'étudiant à son oreille de l'appeler M. Gu, sinon il se cassera le cou. Le héros se rend au bureau du professeur, il annonce que les étudiants doivent prendre place. Il commence la leçon, il est complètement calme et n'a pas peur des enfants. Au bout d'un moment, la porte de la pièce s'ouvre. Mathieu Gu quitte le bureau, Van note qu'il reste encore 10 minutes avant la fin du cours et demande pourquoi il est parti si tôt. Le héros répond qu'il s'est ennuyé en lisant le manuel. Le héros vient au bureau du professeur et dit qu'il a appris quelque chose d'intéressant. Chu Shang se demande ce qu'il a découvert. Le héros vient à la table et dit que les conditions de jeu indiquaient 29 élèves, mais il n'en a compté que 28. Le héros dit qu'il a demandé autour de lui et a découvert que le nom de l'élève disparu est Lixian Mei et que personne dans la classe ne l'aime. Wang dit que les enfants sont très effrayants et racontait des histoires sanguinaires dans sa classe. Un autre membre dit qu'il n'aurait pas peur des enfants, et Van dit qu'il ne les a tout simplement pas vus. Le héros demande si les enfants ont mentionné le professeur disparu dans leurs histoires. Van répond qu'ils n'ont pas mentionné le professeur, puis il se souvient soudain de quelque chose. Il dit que les histoires des enfants incluaient une fille qu'ils ont tous intimidée. Le héros demande s'ils parlaient tous du même élève. Van dit qu'il ne le sait pas, mais les enfants ont mentionné qu'ils avaient volé son lapin et lui ont reproché d'avoir volé l'argent. Les participants sont horrifiés que des enfants puissent faire des choses aussi terribles. Le héros dit que si ces histoires sont vraies, alors la solution est très simple. Après sa mort, la jeune fille est devenue un fantôme vengeur et a maudit le reste de la classe. Chu Shang dit que dans ce cas, ils doivent découvrir qui est cette fille et découvrir le rôle du professeur Xiao Bang dans cette histoire. Le personnage principal dit que pendant qu'ils ont le temps, ils doivent trouver l'école pour une sorte de crime. Plusieurs membres refusent de faire le tour de l'école et décident de rester ici. Van décide de partir. Chu Shang dit que lui et Wang fouilleront le bâtiment principal et demande où ira Mathieu Gu. Il répond qu'il va juste regarder autour de lui. Le personnage principal sort et se dirige vers les portes fermées de l'école. En s'approchant du portail, il constate que des bandes de papier y sont collées, il en prend un. Il voit une note sur la feuille indiquant que la police de la ville de Rong a été informée. Le héros regarde le tableau d'affichage devant la porte, il remarque qu'il y a quelque chose d'écrit à propos d'un incendie, mais à une telle distance, il ne le voit pas bien. Lorsqu'il a posé la main sur les barreaux, l'un des bâtonnets est immédiatement tombé. Le héros regarde la pièce dans sa main et est surpris de la facilité avec laquelle elle se brise. Mathieu Gu revient dans le groupe et demande s'ils ont trouvé quelque chose. Chu Shang dit qu'ils ont trouvé un entrepôt avec une porte verrouillée qui avait été récemment remplacée. Ils ont également trouvé des traces d'incendie. Le héros dit que c'est une coïncidence étonnante. Chu Shang demande ce qui ne va pas. Le héros pose une feuille de papier sur la table et montre son contenu. Van lit ce qui est dit sur l'incendie en 6e année. Le héros dit qu'il l'a arraché du tableau d'affichage. Chu Shang lit que l'incendie s'est produit le 26 novembre 2008. L'incendie était planifié et des preuves ont été trouvées indiquant un incendie criminel intentionnel. Wang lit qu'il y a eu 29 victimes au total, 28 étudiants et un enseignant, Xiao Bang. Chu Shang réfléchit à ce qui s'est passé. Il suggère qu'il y avait un étudiant de plus en plus des 28. Il trouve une mention et une photo de Lixian Mei. Le journal affirme qu'elle a disparu cette nuit-là. Wang note qu'il doit alors y avoir 29 morts dans l'incendie. Chu Shang suggère que Lixian Mei est également décédé ce jour-là, mais que son corps n'a pas été retrouvé. Il dit qu'il y a deux options. La première est qu'elle a été tuée et qu'elle a maudit le reste des étudiants, se transformant en un fantôme vengeur. La deuxième possibilité est qu'elle ait provoqué l'incendie, après quoi tous ceux qui sont morts l'ont maudite. Chu Shang dit qu'il a deux théories, soit elle a été tuée et son esprit a tué tout le monde avec un incendie, soit elle a mis le feu au bâtiment et tous ceux qui ont été tués sont revenus pour se venger. Mathieu Gu dit que les mauvais esprits peuvent tuer les gens beaucoup plus facilement et qu'ils n'ont pas besoin de rassembler tout le monde au même endroit et d'allumer un feu. Il décide que la deuxième option est plus plausible. Wang réfléchit alors à la raison de l'existence de Xiao Bang. Il dit que c'est une tâche trop difficile. Mathieu Gu dit qu'ils peuvent trouver l'étudiant et obtenir de lui toutes les informations nécessaires. Wang demande avec surprise s'il est sérieux et Mathieu Gu répond positivement. Le héros demande aux autres s'ils souhaitent qu'il obtienne des informations. Chu Shang dit que la porte était fermée et que le dortoir ouvrirait à 4 heures. Wang dit que l'ancien professeur n'est pas encore revenu. Soudain, Chu Shang se tourne vers Maître Xiao Bang. La silhouette de quelqu'un apparaît à la porte du professeur et la porte commence à s'ouvrir en grinçant. Quelqu'un apparaît dans le passage. Van a peur de ça. Il s'avère que c'est l'un des membres du groupe. Il demande ce qui leur arrive. Van se plaint d'avoir eu peur et d'être presque devenu fou. Il dit qu'au début, il avait peur des enfants, mais il s'est ensuite rendu compte qu'il n'intimidait que les faibles et qu'il n'y avait aucune violation dans sa leçon. Mathieu Gu dit que puisqu'il est de retour, il devrait aller au dortoir. Après un certain temps, il est tard le soir dehors. Tout le groupe sort, les filles marchent ensemble et tremblent de peur. Van dit que plus il se rapproche, plus ça devient effrayant. Le participant lui dit de ne pas élever d'arnica pour des bêtises. Ils entrent et le gars dit que lui et Mathieu Gu sont colocataires. Wang dit que lui et Chu Shang sont à proximité, ils peuvent donc les appeler si nécessaire.
Chu Shang vient à la porte et dit que c'est la chambre de Xiao Bang, mais qu'elle est verrouillée. Matthew Gu dit qu'au moins ils pourront y regarder plus tard. Matthew Gu va dans sa chambre, c'est propre, bien rangé et semble intact. Son colocataire dit qu'il se sent fatigué même s'il est dans le coup, il demande si le personnage principal avait peur pendant la leçon. Matthew Gu passe devant la fenêtre et y regarde, son voisin demande ce qui le regarde. Soudain, un visage effrayant apparaît à la fenêtre, le gars se met à crier d'horreur. Van court dans la pièce et demande ce qui s'est passé ici et pourquoi le gars qui s'est comporté comme un héros le matin crie. Le héros montre la fenêtre et dit qu'il vient de voir un visage. Il se retourne pour regarder, mais il n'y a plus rien. Matthew Gu explique à Wang et Chu Shang qu'ils doivent faire attention à cet endroit. Il dit qu'ils sont partout ici, un visage apparaît à la porte. Matthew Gu recommande une fois de plus de se préparer à tout. Le personnage principal dit qu'ils attendront jusqu'à minuit, puis ils commenceront à agir. Chu Shang lui dit de prendre soin de lui. Le voisin du protagoniste demande à quelqu'un de vérifier sous son lit car il pense qu'il y a quelqu'un là-bas. Le héros baisse les yeux et dit qu'il n'y a rien là-bas et qu'il ne devrait pas s'inquiéter. Il dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter et que sous le lit est vide. Le héros commence à quitter la pièce et son voisin effrayé lui demande s'il part déjà. Il a peur et dit que c'est dangereux dehors et qu'il devrait rester ici, en sécurité. Le héros ne répond pas, quitte la pièce et ferme la porte derrière lui. Le voisin demande si le héros va sortir et il répond oui. Le voisin dit que cela n'en vaut pas la peine et qu'il vaut mieux rester en sécurité. Le héros refuse et dit qu'ils doivent entraîner leurs nerfs. Le voisin dit au héros de ne pas oublier de verrouiller la porte et il s'en va. Le héros frappe à la porte de la pièce et demande s'il y a quelqu'un ici. Il ne reçoit aucune réponse et décide d'ouvrir la porte à l'intérieur. Le héros entre et voit qu'il n'y a personne, il pense que c'est très étrange. Le héros regarde le téléphone et pense que la connexion ici ne fonctionne pas, il sera donc très difficile de trouver des amis. Le héros pense qu'il sera inutile de rassembler tout le monde ici, il n'est donc pas nécessaire d'essayer. Il se demande si Wang et Chu Shang ont rencontré quelque chose d'inattendu, mais décide que le plus important maintenant est de trouver le professeur Kozaku. Il s'approche de la porte de la chambre du professeur Kozaku, il se demande s'il n'est pas à l'intérieur en ce moment. Il touche la porte et elle s'ouvre, le héros est surpris qu'il soit déverrouillé. Il appuie plusieurs fois sur l'interrupteur, mais en vain, la pièce reste sombre. Le héros prend le téléphone et utilise sa lampe torche, il regarde autour de la pièce. Le héros pense que la serrure a apparemment été forcée, il remarque un livre posé sur le lit. Le héros s'approche et voit qu'il ne s'agit pas d'un livre, mais du journal de quelqu'un. Le héros s'assoit sur le lit et décide de voir s'il y a des indices dans le journal. Il voit une page où il est écrit que le fantôme cultive une malédiction d'âme. La page décrit une malédiction à placer sur un fantôme revenu de la mort pour se venger. La page dit ce qui doit être fait 10 ans après la mort d'une personne transformée en esprit, mais ensuite la page est déchirée. Matthew Gu décide de parcourir les pages restantes du journal. Le héros lit un sort écrit dans le livre. Il est surpris que Kozaki ait des enregistrements de sorts aussi importants. Il lit que pour utiliser le sort, il faut le corps d'une personne ou ses cendres après la crémation. Il suggère qu'il est possible que la morte Kozaku ait jeté un sort sur Lixian Mei et qu'elle se soit brûlée pour se venger. Le héros décide de faire une pause et d'explorer un autre endroit à la recherche d'indices. Matthew Gu remarque quelque chose sous le lit et y fait briller son téléphone, il est mécontent et jure. D'où sort la tête d'un fantôme effrayant qui mord le personnage principal. Le héros repousse calmement la tête avec son pied, commentant la laideur de la créature. Il quitte la chambre de Kozaku et se dirige vers le couloir. Il pense que probablement personne n'est encore revenu. Le héros pense que des preuves ou des indices pour cette affaire peuvent être trouvés au 4e étage. Soudain, le héros remarque l'ombre de quelqu'un qui se cache dans le couloir. Il se demande si c'est Kozaku et décide de suivre l'ombre. Il court sur les traces de l'ombre et pense qu'elle le mène au 2e étage. Il court dans le couloir, mais il n'y a personne, il regarde dans l'obscurité du couloir. Le voisin du protagoniste pense qu'il devrait partir, puisque tout le monde est déjà parti. Puis il pense que cela ne vaut pas la peine de partir, puisque nous sommes en sécurité ici, il tremble de peur. Il entend un craquement venant de la porte, il se demande pourquoi Matthew Gu est venu si tôt. Le son s'arrête et il s'approche de la porte, ne sachant pas s'il a mal entendu. Le gars regarde la porte, essayant de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il regarde par le judas de la porte. Il n'y a personne, mais on entend toujours les craquements dehors. Dans le couloir sombre et lugubre, les craquements continuent de bifurquer. Le voisin du protagoniste a encore plus peur. Il se cache sous la couverture et essaie de se convaincre qu'il n'a rien entendu. Il se demande s'il est possible que ce son soit émis par Matthew Gu. Il regarde nerveusement et avec crainte la poignée de porte. Il regarde dehors, pensant que Matthew Gu est déjà arrivé. Soudain, il aperçoit quelque chose devant lui et se met à crier furieusement. Matthew Gu marche dans le couloir, il réfléchit à la façon dont l'histoire est toujours étonnamment similaire. Il ramasse sur le sol un petit bibelot qui ressemble à un crâne. Il remarque la jeune fille et suppose qu'elle est aussi une joueuse qui recherche des indices et des astuces pour accomplir sa tâche. Il la remarque entrer dans la pièce et se demande ce qu'elle fait à l'intérieur. Il court après elle dans la pièce pour voir ce qu'elle fait. Un autre membre s'assoit et pense, désespéré, que Tante Zhao est morte. Il y a quelques minutes,
elle et Zhao discutaient pour savoir si les fantômes reconnaîtraient qu'ils étaient des personnes vivantes. Ils entendent frapper à la porte et une voix qui dit que c'est Chu Shang et leur dit d'ouvrir la porte. Zhao ouvre la porte et regarde autour de lui, elle ne voit personne et demande où est Chu Shang. Soudain, un fantôme apparaît du plafond juste à côté d'elle. Zhao commence à crier de peur à pleine voix. Au même instant, le fantôme la tue, lui arrachant la tête de ses épaules. Son voisin regarde avec horreur son corps sans vie tomber au sol. La jeune fille essaie de ne pas crier et se couvre la bouche avec ses mains pour ne pas révéler sa peur. Elle aperçoit un fantôme en train de franchir la porte, qui rit bruyamment. Elle pleure de peur et pense qu'elle ne peut plus rester dans cette pièce et qu'elle doit s'enfuir, car les fantômes pourraient revenir. Elle se couvre la tête avec ses mains et pense qu'elle a vérifié toutes les pièces et que tout devrait être en sécurité ici. Soudain, elle entend frapper à sa porte, elle prend peur et se lève. La jeune fille pense qu'un autre fantôme est venu et soutient la porte pour que personne ne puisse entrer. Les coups ne s'arrêtent pas et elle se met à crier qu'ils ne doivent pas s'approcher d'elle et s'éloigner. La jeune fille voit la silhouette d'une tête effrayante dans l'allée. Elle regarde la silhouette avec horreur. La jeune fille tremble de peur lorsqu'une créature passe devant sa chambre. Elle pense qu'il est maintenant dans la pièce voisine et qu'il peut entrer à tout moment, elle décide qu'elle doit s'échapper. Elle ouvre brusquement et résolument la porte du couloir. Juste en face d'elle se trouve une créature humanoïde effrayante qui la regarde. La créature commence à grogner lorsqu'elle voit la jeune fille crie de peur et commence à fuir le fantôme. Elle sort du couloir en courant et ne sait plus où aller maintenant. Elle trouve la première porte qu'elle rencontre et court à l'intérieur. La jeune fille court dans la pièce, fuyant les fantômes. Elle verrouille rapidement la porte derrière elle. La jeune fille décide de regarder à travers le Judas et elle entend la voix de Van depuis la pièce voisine, qui dit qu'il fait frais ici. Elle se détend lorsqu'elle réalise qu'il y a d'autres personnes là-bas. En regardant autour de lui, elle remarque un morceau de papier, elle demande qu'est-ce que c'est. La jeune fille s'approche et voit qu'il s'agit d'un mot, elle le ramasse nerveusement par terre. La note est écrite au nom d'un homme qui est sûr qu'ils veulent l'enfermer dans une boîte et le torturer. La note dit qu'ils sont juste derrière, c'est là que ça se termine. La jeune fille lit le message et se retourne, effrayée, pour voir ce qu'il y a derrière elle. La créature qui la poursuivait s'avère être là, le cri perçant d'une fille se fait entendre. Matthew Gu marche dans le couloir et entend un cri, il s'arrête brusquement. Le gars se demande pourquoi tant de gens crient aujourd'hui. Wang et Chu Shang explorent un couloir sombre où rien n'est visible. Effrayé, Wang se tourne vers Chu Shang. Il lui fait signe de ne pas faire de bruit. Ils regardent tous les deux la porte de la pièce dont l'entrée est barricadée. De là, des bruits étranges se font entendre. Soudain, il voit la tête d'un fantôme effrayant dans la porte. Van a peur et se met à crier lorsqu'il voit la créature. Le bruit de la créature essayant d'ouvrir la porte se fait entendre, mais elle n'y parvient pas à cause de la barricade. Chu Shang dit que c'est la seule pièce avec une serrure et que cela ne durera pas longtemps. Van demande ce qu'il devrait faire dans ce cas. Chu Shang prend le drap et dit que leur seule option est de sauter par la fenêtre. Van dit qu'il est fou et qu'ils vont mourir. Chu Shang répond que peu importe qu'ils s'écrasent ou qu'ils soient tués par des fantômes. À ce moment, la vitre de la porte se brise et la main du fantôme pénètre dans la pièce. La main atteint la poignée de porte. Van crie qu'il préfère mourir en tombant de haut. Il essaie d'ouvrir la fenêtre, mais rien de nouveau ne s'ouvre. Van a peur et dit qu'ils sont piégés. Chu Shang essaie également de l'ouvrir. Van demande désespérément ce qu'il doit faire. Soudain, la tête du monstre heurte quelque chose et du sang en jaillit. Van regarde ce qui se passe avec surprise. Chu Shang avait une expression suffisante, comme s'il s'y attendait. Matthew Gu devient visible dans le passage. Van se réjouit de son arrivée. Le personnage principal entre avec un tabouret à la main, qu'il utilise comme une arme improvisée. Van se réjouit et saute vers le médecin, mais le raté tombe au sol. Chu Shang demande s'il a tué le fantôme. Matthew Gu répond qu'il l'a vu debout, l'arrière de la tête lui faisant face, alors il l'a tué. Van est surpris que les fantômes soient sensibles aux attaques matérielles. Chu Shang suppose que c'est uniquement à cause de la force de Matthew Gu. Van demande si le protagoniste a déjà tué des fantômes. Il répond qu'il a commencé à faire ça après son arrivée ici. Le héros demande à Chu Shang pourquoi il ne l'a pas attendu avant d'enquêter. Il répond qu'ils sont dans une situation difficile et qu'il s'en expliquera plus tard. Il demande au héros d'examiner les preuves. Il lui donne un petit livre et dit qu'ils ont été attaqués par un fantôme dès qu'ils l'ont trouvé. Chu Shang dit qu'il expliquera tout au héros plus tard. Il lui donne le livre et dit qu'ils l'ont trouvé et qu'ils ont été immédiatement attaqués par un fantôme. Il s'avère qu'il s'agit du journal du leader rouge, Kozaki. Le héros y lit une note indiquant que le directeur a appris que les élèves intimidaient Lee et que Kozaka voulait parler de ce sujet avec la classe. Une notification système apparaît indiquant que le héros a une mission secondaire. Il doit vivre dans le donjon pendant encore 5 heures. Une récompense supplémentaire est accordée pour cela. Le héros est en colère car il ne pourra pas partir tant qu'il n'aura pas terminé cette mission. Le héros dit que la vérité sera bientôt révélée et dit que le jeu ne veut pas qu'il rate cette tâche et lui fasse passer encore 5 heures ici. Van suppose que c'est parce qu'il a battu un PNJ. Matthew Gu demande pourquoi ne font-ils pas la même chose. Nawang a trop peur. Le héros continue de lire le magazine. Il est dit que la classe a promis d'être amie avec la fille et qu'elle a demandé à tout le monde de se rassembler au même endroit.
l'enseignant pense que c'est nécessaire pour présenter des excuses. Le héros finit de lire le contenu de la page et passe à la suivante. On dit partout que l'auteur s'est trompé. Lorsque le héros a fini de lire le journal, Van demande si c'est tout. Le héros répond que cela suffit pour découvrir la vérité. Il dit que la jeune fille a été victime d'intimidation par d'autres étudiants et qu'elle est morte après avoir brûlé les autres. Chu Shang demande si cela signifie qu'elle a forcé les autres à se présenter à l'entrepôt, après quoi elle a allumé le feu. Le héros ajoute qu'ils sont revenus pour se venger d'elle et ont collé du papier avec des sorts sur son corps pour la tourmenter après sa mort. Wang dit qu'il n'est donc pas surprenant qu'ils ne soient pas restés la nuit à l'école, cela signifie qu'ils sont allés voir un élève. Il dit que cela signifie que leur mission est terminée et qu'ils pourront quitter le donjon. Wang et Chu Shang disparaissent progressivement dans un flux de lumière bleue. Matthew Gu leur conseille d'être prudent. Le héros se retrouve seul dans le couloir lorsque les autres disparaissent. Il lit l'article dans le journal et constate que 10 ans après l'incident, nous sommes aujourd'hui. Il comprend que c'est pour cela que le donjon l'a forcé à rester ici. Les esprits se sont réveillés et sont devenus plus forts, et vont désormais tenter de tuer le personnage principal. Il est surpris de constater qu'un homme s'approche de lui. Le héros demande si c'est Kosaka. La jeune fille répond oui à contre-séure. Le héros dit qu'il pensait au départ qu'elle était impliquée dans cette affaire, mais en fait elle était innocente. Kusaka répond que c'était aussi de sa faute. Elle pleure et dit que si elle avait pu remarquer le comportement étrange des étudiants plus tôt, elle aurait pu l'empêcher. Elle dit que chaque nuit, elle essaie d'entrer dans la salle de classe parce qu'elle entend des cris venant de là, mais elle ne peut pas entrer. Elle dit qu'elle n'entend que les cris de la fille qui comptait sur elle. Le héros dit que pour elle-même et pour le bien de l'élève, elle doit l'accompagner au bâtiment pédagogique. Kusaka répond qu'elle ne peut pas entrer. Le héros lui dit d'y aller, et ensemble ils sortent du dortoir et se dirigent vers le bâtiment universitaire. La porte est verrouillée avec une serrure attachée avec une chaîne autour de la poignée de porte. Le héros ramasse un rocher pour briser le château, mais Kosaka dit que ça ne marchera pas. Le héros heurte néanmoins la pierre et force la porte. Matthew Gu dit qu'il a réussi à briser la porte de l'école, alors il pensait qu'il pourrait aussi casser cette porte. Kosaka est surpris. Soudain, un grand cri se fait entendre depuis le bâtiment. Kosaka commence à courir pour retrouver l'étudiant. Le héros court dans le bâtiment, mais s'arrête rarement. Il ne sait pas où se trouve Kosaka et essaie de la retrouver dans l'obscurité totale. Le héros lit la note qui précise que l'auteur sera placé dans une boîte sombre et enfermé pour toujours. Ensuite, il trouve le cadavre d'un lapin dans le couloir. Il commence à monter les escaliers et entend des voix à l'autre bout du couloir. Matthew Gu se souvient que Wang avait mentionné le lapin après les histoires pour enfants. Il relit la note, qui indique qu'ils la cacheront dans une boîte près du trou de la souris. Le héros se met à courir vers la 4e classe. Des bruits forts se font entendre depuis le bâtiment pédagogique. Matthew Gu court dans le couloir, les rires des étudiants fantômes peuvent être entendus partout. Il court dans le bureau et ouvre la porte d'un mouvement brusque. Il est seul dans le bureau, c'est calme et il n'y a personne autour. Il se dirige vers le centre du bureau et repousse la table. Les souris commencent à se disperser de partout alors qu'il repousse les meubles. Le héros trouve une longue table ancienne et se penche dessus. Il baisse les yeux, sous la table, il s'avère qu'il s'agit d'un corps rétréci sur lequel est collé un morceau de papier recouvert de sorts. Le héros regarde le corps et se rend compte qu'il s'agit de Lee, l'étudiant décédé. Il cache le papier magique sur le front de son corps. Il se souvient que le sort retient l'esprit, mais s'il est supprimé, l'esprit vengeur reviendra avec une puissance accrue. Soudain, il entend des rires venir de partout. Le héros regarde le cadavre de l'étudiant. Soudain, l'esprit se réveille et commence à se venger de ses agresseurs. Le héros se demanda si l'esprit de Lee commençait vraiment à se venger des étudiants. Le héros décide qu'il doit retrouver son esprit. Peu de temps après, il arrive au 6e étage. Il se met à courir lorsqu'il aperçoit de la fumée venant du couloir. Soudain, il voit les fantômes engloutis par les flammes, il crie au milieu d'un incendie. Le héros tente de se rapprocher, mais est stoppé par une vague de chaleur provenant du feu. Kosaka vient à l'esprit de Lee, elle s'excuse d'être en retard. Lee demande si Kosaka a dit que Lee valait la peine de mourir. Kusaka prend la tête de la jeune fille dans ses mains et dit que c'est un mensonge et qu'elle n'aurait pas dû y croire. Kusaka dit qu'elle n'a rien dit de tout cela et qu'elle est restée ici parce qu'elle voulait l'emmener avec elle. Lee regarde Kosaka, les larmes coulant de ses yeux. Le feu continue de se propager dans l'enceinte de l'école. Le héros remarque que le feu ne se dirige pas vers lui et pense que Lee sait probablement que c'est lui qui a rompu le charme. Le héros décide que le plus important maintenant est de trouver un moyen de s'échapper d'ici. Un message d'urgence apparaît dans les airs indiquant que le lieu est gravement attaqué et est en cours de destruction. Le système dit que tous les joueurs seront téléportés dans 10 secondes, un pavé commence à tomber sur le héros. Il jure et se couvre avant d'être frappé avec une pierre. Mais le compte à rebours se termine au bon moment et le héros est téléporté avant d'entrer en collision avec la pierre. Il ouvre soigneusement les yeux, il fait jour. Une voix vient de la porte métallique à proximité, disant qu'il est enfin revenu. Le héros dit qu'il est parti 10 heures et demande pourquoi le caissier semblait avoir 10 ans de plus. Elle est en colère et indignée devant une telle insulte. Elle crie que le donjon a explosé, le héros dit qu'il n'a rien fait, elle lui crie de se rappeler quelle était la mission à l'école.
Il dit que la mission était de devenir enseignant et de découvrir le secret de la classe. Le caissier demande ce qu'il faisait là à ce moment-là. Le héros dit qu'il a appris le secret de l'école, qu'il a également libéré son esprit et qu'il a accidentellement fait exploser l'école. Le caissier crie qu'il aurait dû découvrir la vérité et non détruire l'école. Elle dit que maintenant le donjon ne peut plus exister. Le héros demande s'il ne peut pas simplement restituer les données. La caissière demande ce qui lui fait penser que ce sont des données, et le héros demande si elle sous-entend que ce ne sont pas des données. Le caissier dit au héros de partir et de ne plus revenir ici, puisque chaque caissier a des statistiques d'efficacité, et qu'il baisse ses statistiques. Le personnage principal quitte le stand et le caissier demande enfin quel est son nom, il répond. Elle dit qu'elle comprend et le pousse dehors, lui disant de partir. La porte claque derrière le héros. Il réfléchit à ce qui ne va pas avec cette caissière et la voit mettre une pancarte sur la porte. Il indique que Matthew Gu et les chiens ne sont pas autorisés, le héros est indigné. Il tourne ensuite son attention vers les gens dans les rues de la ville. Plusieurs voitures ont été détruites, le héros a décidé qu'ils étaient entraînés dans les cachots sans consentement. Il entend alors un bip provenant de l'interface du système et demande de quoi il s'agit. Le personnage principal voit une notification système indiquant que les données de son compte sont en cours de téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, il voit son écran de caractéristiques, où les indicateurs ne sont toujours pas visibles. Il remarque qu'il a des points de fonction et demande à quoi ils servent. Il clique sur les points pour augmenter son score de force, mais voit un message lui indiquant qu'il n'est pas compatible avec cette fonctionnalité. Puis il fait de même avec l'indicateur de vitesse, mais ici non plus, rien ne fonctionne. La troisième fois, il essaie d'augmenter sa statistique de force physique, mais la notification indique à nouveau que cette option ne lui est pas disponible. Le héros est en colère car il ne peut pas ajouter de points pour augmenter ses caractéristiques, il décide de se pencher sur la fonction de tirage au sort. Il commence un dessin et reçoit un cadeau, du papier toilette. Le héros regarde le rouleau dans sa main avec déception, il est mécontent du prix qu'il a reçu. Il jette son prix à la poubelle et dit que ce jeu n'est pas conventionnel. Il regarde le chaos qui règne depuis le début du jeu, des voitures accidentées partout qui ont été impliquées dans un accident après que leur conducteur ait été transporté dans le jeu. Le héros pense que de sérieux changements vont se produire dans le monde maintenant que toute la population est entrée dans le jeu. Matthew Gu pense que maintenant sa vie va devenir plus difficile. Il voit une notification indiquant qu'un certain Georg Chu a envoyé une demande d'amis. Le héros accepte et l'ajoute comme ami en appuyant sur un bouton. Il reçoit un message de Chu lui disant qu'il se trouve près de la billetterie. Le personnage principal s'approche de la caisse enregistreuse, où il lui est interdit d'entrer. Il regarde autour de lui, à la recherche de quelqu'un qu'il connaît. Le héros remarque Chu Shang dans la foule. Chu demande comment ils vont gérer un tel chaos provoqué par le début du jeu. Chu Shang demande en quoi le personnage principal est différent des autres joueurs. Il répond qu'il doit faire attention, car s'il meurt dans le jeu, il mourra dans le monde réel. Chu Shang suggère de déménager dans un endroit plus calme pour continuer à discuter de leur projet. Le héros accepte et dit que son appartement est à proximité, où il peut parler calmement. En chemin, le héros entend quelqu'un l'appeler par son nom de famille. Il regarde en arrière et voit que c'est Van qui lui fait signe. Il dit que c'est bien d'avoir pu le retrouver et demande s'il peut l'accompagner. Matthew Gu est d'accord. Ils arrivent tous les trois devant un grand bâtiment en briques. Chu Shang lit l'inscription qui indique qu'il s'agit de l'entrée du tunnel qui mène à l'hôtel Renaissance. Le héros dit que peu de gens choisiraient cet endroit et qu'il est calme et agréable ici. Ils arrivent à l'entrée de l'appartement du protagoniste. Wang remarque que la porte de Matthew Gu est différente des autres, c'est une porte en métal épais. Le héros répond qu'il a un excellent propriétaire qui a peur de mourir. Trois gars entrent dans une pièce propre et bien rangée. La télévision au mur ne diffuse que du bruit blanc. Le héros constate que le câble a disparu. Chu Shang dit qu'Internet et les autres moyens de communication ont disparu et qu'ils ne peuvent donc pas consulter les informations du monde entier. Le héros se souvient qu'il possède quelque part une radio, cadeau du président de l'orphelinat. Il décide de voir si cela fonctionnera. Le héros commence à chercher la radio dans les cartons. Après un certain temps, il sort la radio de la boîte. Le héros l'installe en essayant de le régler sur la fréquence souhaitée. La radio siffle et transmet par intermittence des messages destinés aux militaires. Ensuite, le message est coupé et la radio siffle. Van demande ce que cela signifie. Chu Shang y réfléchit mais ne répondit pas. Le personnage principal dit qu'il suffit d'appuyer sur la radio pour que cela fonctionne. Van décide de préparer à manger car il a très faim. Un certain temps s'écoule dans l'appartement du protagoniste. Chu Shang dit qu'ils connaissent peu d'informations, en particulier que désormais tous les habitants de la Terre sont devenus participants au jeu. En terminant des donjons, ils reçoivent diverses récompenses. Il dit que ces informations ne suffisent pas et demande si le héros a des projets. Le héros propose d'aller plus souvent dans les donjons, car il n'est pas non plus en sécurité dans le monde ordinaire. Il estime que leur vie ne pourra pas encore revenir à la normale. Wang propose à manger, mais Matthew Gu n'a pas beaucoup de nourriture dans son réfrigérateur. Van interrompt sa phrase en raison de l'apparition soudaine de la fenêtre de l'interface système. Chu Shang voit également le message sur son interface. Le personnage principal reçoit également le même message et le lit avec surprise.
La notification du système indique que la quête de localisation du lycée maudit n'est plus disponible en raison de la destruction du lieu et que les joueurs recevront un remboursement. Chu Shang dit que Matthew Gu est le seul concerné par la résolution de localisation. Le héros lit que la vis indique qu'il devrait s'abstenir de ce genre de comportement à l'avenir. Le personnage principal se met en colère et dit que ce message est une menace. Chu Shang dit que le système a offert une compensation, cela ne peut donc pas constituer une menace. Le héros reçoit un bon unique en guise de compensation, qui lui permet d'entrer dans n'importe quel donjon en groupe. Il prend le bon et dit que le système est assez généreux et que c'est une chose utile pour lui. Puis, après un certain temps, tous les trois sortent en ville. Il regarde les magasins, tous les magasins trouvés sont fermés, personne ne travaille. Matthew Gu décide de chercher quelque chose dans la rue, il suggère qu'ils pourront peut-être trouver quelque chose d'utile. En cherchant des objets utiles, il tombe sur une voiture déverrouillée avec du fret. Matthew Gu entre à la recherche d'objets et demande si c'est immoral. Chu Shang répond que de toute façon ces objets n'arriveront pas à leur destinataire. Le personnage principal dit aux autres de l'aider à prendre les cartons. Chu Shang dit qu'il aimerait rester une personne honnête. Van lit l'adresse de livraison sur la boîte et est horrifié de voir qu'il s'agit d'un colis pour un réfrigérateur à cadavre. Matthew Gu se faufile vers lui et lui dit que c'est son adresse. Van a peur et crie. Après un certain temps, ils ont récupéré les objets du camion. Chu Shang dit qu'il est temps pour eux de rentrer, ils ont tout rassemblé dans d'énormes sacs. Soudain, le personnage principal entend le son de l'interface système. Une fenêtre apparaît indiquant qu'ils ont activé un donjon spécial appelé Earth Driver Test Facility. Le système indique que plus de joueurs sont nécessaires, donc des joueurs aléatoires supplémentaires seront ajoutés ici. Le héros lit l'objectif de la mission, obtenir un permis de conduire de corbillard, la difficulté est classée 6 étoiles. Van s'indigne que cette tâche soit bien plus difficile que la précédente. Ils entendent quelqu'un à proximité appeler le nom de Cheryl Xiao et se retournent pour regarder. Le joueur surnommé Cold Firework est ravi d'avoir rencontré Cheryl. Le personnage principal se souvient que Cheryl est une actrice et pense qu'il est facile de rencontrer une célébrité dans le jeu. L'actrice elle-même se tient sombre et ne répond pas au gars. Une autre fille se plaint que le donjon s'est activé et qu'elle a été traînée ici. Tous les participants entendent derrière eux une voix inconnue qui salue tout le monde, ils se retournent. Il s'agit d'un PNJ nommé Professeur Che, il dit qu'il ne leur apprendra rien, il se contentera de compter les points. Il explique les règles, le devoir consiste en un test écrit et un devoir pratique. Dans la tâche pratique, vous devez marquer 80 points. Il poursuit en expliquant que pour accomplir la tâche pratique, il devra conduire les voitures derrière lui. La première voiture est une voiture de service funéraire. La deuxième voiture est une ambulance, tachée de sang. La troisième voiture est un wagon de paddy, couvert de sang et endommagé extérieurement. L'entraîneur dit que les joueurs rencontrent rarement ce donjon. Il dit qu'un permis de conduire de corbillard n'est pas une chose inutile et qu'ils en voudront un lorsqu'ils passeront l'examen. Le mentor dit qu'il conseille de ne pas échouer au test et de ne pas être paresseux. L'enseignant donne un autre exemple de carte à jouer, parfois cela peut sembler inutile, mais au fur et à mesure que le jeu progresse, il y aura des situations où ce sera la meilleure carte possible du jeu. Il invite les joueurs à entrer et à commencer à chercher des réponses pour résoudre le test écrit à l'intérieur. Il ajoute un dernier détail, il y a des esprits maléfiques dans le bâtiment qui vont interférer et menacer la vie des participants au test. Il rit d'un air menaçant et leur dit de conduire prudemment. L'enseignant dit que le test va commencer maintenant et dit aux participants de rentrer à l'intérieur du bâtiment. Il ajoute ensuite qu'ils pourraient rencontrer des esprits démoniaques susceptibles de les perturber et de menacer leur vie. Il sourit sinistrement, leur souhaite bonne chance et leur demande de se lancer. Les héros entrent et se retrouvent devant une longue table. Le professeur est là, Van note que c'est un endroit effrayant. Le tuteur dit aux participants de ne pas tricher, car chacun aura des éléments de test différents. Il dit que les participants peuvent communiquer entre eux tout en accomplissant des tâches. L'enseignant sort et souhaite qu'ils ne meurent pas en accomplissant les tâches. Le professeur sourit et sort de la salle. Il ferme la porte derrière lui en frappant fort. Van est horrifié à l'idée que des joueurs puissent mourir alors qu'ils accomplissent un devoir d'écriture. Matthew Gu et Chu Shang viennent à la table des tâches. Le personnage principal note que les deux parties de la tâche sont très étranges. Il prend la feuille de travail et lit comment les points sont répartis. Chu Shang lit son test, il décrit la situation, dans un immeuble de 3 étages, il y a 3 fantômes, un pour chaque étage, l'arrière demande de décrire la mort de chacun d'eux. Matthew Gu lit son test, dans lequel vous devez connaître le sexe d'un fantôme portant le nom de famille Ma. Il continue de lire des tests ridicules et incompréhensibles. Les héros continuent de lire les tests, l'un d'eux demande comment se comportera le fantôme d'une femme enceinte si on lui chante une chanson sur l'amour maternel. Van dit qu'il est sûr que la mauvaise réponse est qu'il dansera sous la lune. Matthew Gu dit sombrement que tout est possible et que cette option pourrait s'avérer correcte. Wang demande à Matthew Gu de ne pas lui faire peur, le héros sourit. Les questions suivantes ne sont plus des questions de test, vous devez y insérer le mot correct. Matthew Gu dit qu'il semble que le système ait généré des questions aléatoires. Van demande avec inquiétude ce qu'il devrait faire dans ce cas. Le héros dit que le bâtiment n'a que 3 étages et qu'il faut regarder autour de lui, il suggère de commencer par le premier.
Il se retourne et regarde autour de lui dans la pièce. Le héros remarque une photo encadrée d'un homme, il suggère qu'il pourrait s'agir d'une photo du défunt. Le reste des challengers s'approche de lui et regarde la photo sur le mur. Chu Shang suggère qu'il corresponde au fantôme mentionné dans les devoirs écrits. Wang a peur et se cache derrière Chu Shang. Le personnage principal taquine Van et lui propose d'entrer dans la pièce derrière la porte pour découvrir ce qu'il y a là. L'un des participants voit la robe du personnage principal et demande s'il est médecin et s'il peut l'accompagner. L'actrice les rejoint également volontiers. Chu Shang regarde la fille attentivement, mais ne dit rien. Le personnage principal leur permet de rester avec lui. Il se dirige vers la porte avec la photo et l'ouvre. Le grincement de la porte se fait entendre, une lueur violette menaçante peut être vue depuis sa fente. La porte de la chambre s'ouvre avec un grincement désagréable. Les personnages entrent à l'intérieur et explorent la pièce. Il y a des fleurs sur la tombe d'une personne, sur les fleurs se trouve un ruban avec une inscription à la mémoire du défunt. À côté des fleurs, les héros voient le portrait d'un homme d'âge moyen décédé, Van note qu'il a l'air effrayant. Le personnage principal s'approche du cercueil et le repousse. Van crie et demande ce qu'il avait l'intention de faire. Matthew Gu répond qu'il ouvre le cercueil et lui dit de l'aider. Après un certain temps, grâce à des efforts amicaux, il repousse le couvercle du cercueil. Tout le monde regarde à l'intérieur du cercueil, mais Van ferme les yeux. Chu Shang demande ce qu'il pourrait trouver là-bas. Le cercueil s'avère vide, il n'y a aucun corps ni aucun autre objet là-bas. Matthew Gu dit qu'ils n'ont rien trouvé, tandis que Wang suggère nerveusement d'aller dans une autre pièce. Un certain temps passe pendant que les héros explorent la pièce à la recherche d'indices. Les personnages retournent ensuite dans la pièce principale. Ils regardent les portes avec des photos de morts. L'actrice montre l'une des pièces et dit que cette pièce ressemble beaucoup à l'une des précédentes. Le personnage principal se rapproche et examine le portrait du défunt. Wang demande si Matthew Gu veut également ouvrir ce cercueil, il dit que dans la pièce précédente, le cercueil était vide. Le personnage principal leur dit d'étudier attentivement le texte arrière, il suggère que certains indices peuvent être trouvés dans les questions elles-mêmes. Chu Shang lit que la question indique qu'il y a un fantôme féroce pour chacun des 3 étages. Ces 3 fantômes portent les noms de famille Ma, Yang et Zhao. L'actrice note que les questions incluent également un fantôme enceinte et un fantôme bavard. Le héros arrache le ruban de cérémonie du mémorial, cela met le reste d'entre nous mal à l'aise. Chu Shang dit qu'ils ont une limite de temps et qu'il y a plus d'une centaine de salles funéraires au 2e étage, ils n'arriveront pas à temps s'ils les regardent un par un. Matthew Gu dit qu'il faut d'abord rechercher les morts portant les bons noms de famille au 1er étage. Chu Shang répond qu'il a un autre indice dans sa version du test écrit. Il dit que les 3 personnes décédées se connaissaient avant de mourir, il demande à quel véhicule correspondaient ces personnes. Matthew Gu convient que les 3 fantômes sont connectés les uns aux autres et pense qu'ils doivent résoudre l'une des énigmes afin de résoudre les autres et d'attraper l'un des fantômes. L'un des participants pense nerveusement que le personnage principal a décidé d'attraper un fantôme. Le personnage principal quitte la pièce et invite les autres à se séparer et à commencer à travailler. Le concurrent devient nerveux et dit qu'il ne devrait pas se séparer car il pourrait alors affronter le fantôme seul. Le héros sourit d'un air menaçant et leur dit de ne pas s'inquiéter, car ils rencontreront certainement à nouveau des fantômes. Pendant que les personnages explorent la pièce, beaucoup de temps passe. Les Togos retournent dans le hall central pour échanger les informations qu'ils ont récoltées. Le personnage principal dit qu'il existe plusieurs personnes pour chacun des noms de famille spécifiés et que plusieurs salles funéraires peuvent se référer aux personnes souhaitées à la fois. Chu Shang dit que c'est très bien qu'ils aient réussi à exclure autant de pièces, mais ils ont encore beaucoup de travail à faire. Van demande s'ils vont ouvrir les 19 cercueils. Matthew Gu dit que la tâche est physiquement difficile et peut prendre des heures. Il dit qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir tous les cercueils, le héros dit qu'il réussira. Chu Shang se porte volontaire pour l'accompagner, et les deux arrivent à la porte. Chu Shang regarde quelque part et le héros demande ce qu'il regarde. Chu Shang montre l'une des pièces, le héros la regarde. Ils entrent à l'intérieur, il y a le portrait d'une femme âgée avec une coiffure bâclée. Le héros regarde son visage et dit qu'elle ressemble à une pomme de terre. Chu Shang dit au héros de lire l'inscription commémorative, il est dit que les honneurs et la douce mémoire lui sont adressés par la police de la ville de Yuzu. Chu Shang dit que dans d'autres cas, les inscriptions sont écrites par des proches et des collègues, mais ici la situation est différente. Pensa le héros, il dit qu'elle ne pouvait pas travailler comme policière parce que sa coiffure ne répondait pas aux normes d'application de la loi. Chu Shang suggère que depuis que la police de la ville lui a envoyé des fleurs, il y a des secrets derrière sa mort. Le personnage principal est d'accord et dit que l'un des véhicules ressemble à un chariot Harry appartenant à la police. Le héros construit une théorie selon laquelle le criminel s'est échappé du chariot Harry et que cette femme l'a arrêté, mais est décédée elle-même. Le héros dit qu'ils doivent maintenant trouver des preuves pour confirmer cette théorie. Van dit qu'il est trop zélé dans la recherche des fantômes. Le héros accepte et dit d'un ton satisfait qu'il faut ouvrir ce cercueil. Les personnages travaillent ensemble pour ouvrir le couvercle du cercueil avec un fort bruit de grincement. Matthew Gu se penche et le place dans la fente du cercueil. Soudain, tout devient sombre et les participants commencent à paniquer et à se demander ce qui s'est passé. Le héros tend la main avec hésitation vers le cercueil. Il touche un objet et ne comprend pas pourquoi il est si doux.
Van crie d'horreur que quelque chose est arrivé et essaie de l'attraper. Le reste des participants commence également à crier de peur et à s'enfuir. Le héros se rend compte que l'objet mousse est avéré être le ventre rebondi de quelqu'un. Il se penche encore plus près du cercueil, luttant pour voir ce qu'il y a dedans. À proximité, il entend quelqu'un frapper et frapper. Une vague silhouette humaine est visible derrière lui. Il voit qu'il s'agit de Cheryl, qui s'est cognée et qui est maintenant assise par terre. Le héros demande à Cheryl ce qui s'est passé et pourquoi elle ne s'est pas enfuie. Elle répond qu'elle a vu que Matthew Gu lui-même était resté et a décidé de rester ici aussi. Cheryl demande pourquoi il ne s'est pas enfui et il dit que ses jambes étaient engourdies par la peur. Cheryl lui assure qu'elle peut le protéger. Le personnage principal demande si elle a une source de lumière. Elle dit qu'elle a une lampe de poche. Cheryl allume la lampe de poche et commence à l'utiliser pour faire des grimaces effrayantes. Le héros lui dit d'arrêter. À la lumière d'une lampe de poche, le héros remarque 2 feuilles de papier au sol. Il les ramasse et commence à lire ce qui y est écrit. Il s'agit d'informations sur la récompense du criminel. Il existe des informations sur un meurtre. Un homme a été battu à mort avec un objet contondant et volé. Le crime s'est produit le 23 septembre 2003. L'enquête a permis de découvrir le principal suspect, un homme nommé Gunther Ma. Il y a un portrait de lui dans l'article. Il est également indiqué que la récompense pour toute information sur le criminel est de 30 000 $, et même plus pour lui. Le héros découvre que ce tueur porte le bon nom de famille Ma. Il voit le nom sur la lettre, Shelley Young. Le personnage principal et Cheryl ont lu le texte de la lettre de remerciement qu'ils ont trouvée. Cette lettre concerne la police remerciant Shelley Young d'avoir fourni des informations correctes sur le suspect, mais le criminel a réussi à s'échapper. Le héros pense qu'il doit y avoir une sorte de lien entre Shelley Young et Gunther Ma. Il suggère qu'après que Gunther Ma ait commis le meurtre, Shelley Young l'a découvert et l'a signalé à la police. La lettre disait que Shelley devait faire attention car le criminel était toujours en liberté. Le héros suggère que Gunther a quand même réussi à la tuer. Le héros dit qu'il a maintenant des indices pour l'une des questions du test. Elle demande dans quel ordre chacun des fantômes du bâtiment est mort. Il attire également l'attention sur une autre question, combien de personnes ont été tuées par le seul fantôme masculin des 3. Le héros dit que s'il s'agit vraiment de Gunther Ma, alors il a tué au moins 2 personnes. Le personnage principal dit qu'il lui faut encore trouver des informations sur le 3e fantôme pour bien comprendre cette histoire. Il se tourne vers Cheryl et dit qu'ils n'ont pas une minute à perdre et leur suggère de fouiller le 2e étage. Elle est d'accord. Le héros pense que le fantôme est censé être dans le cercueil, mais il n'a trouvé que 2 feuilles de papier. Il suggère que le fantôme poursuivait quelqu'un et a quitté la pièce avec son cercueil. Van dit qu'il avait peur. Il s'étonne du courage de ses amis, qui n'ont même pas crié. Chu Chang dit qu'il y a quelque chose d'étrange ici. Van demande nerveusement ce qui ne va pas. Chu Chang demande si Wang tient la main de Matthew Gu. Il répond oui. Il regarde l'homme que Van tient et Van demande pourquoi il se tait. Chu Chang prévient Wang et lui dit de se préparer. Il ouvre son inventaire et en sort un objet. Van demande à quoi il doit se préparer. Chu Chang allume la lampe de poche qu'il a prise dans son inventaire, projetant un faisceau de lumière sur l'homme que Wang tient par la main. À la lumière, il devient clair que pendant tout ce temps, ce n'était pas une personne, mais un fantôme monstrueux. Van commence à crier de peur lorsqu'il voit le visage de la créature juste devant lui. Un certain temps passe et 20h23 arrive, l'heure de l'épreuve écrite approche. Le personnage principal et Cheryl traversent ensemble le bâtiment. Il dit que cet étage est dédié à l'ambulance. Il suggère que le 1er étage soit dédié au corbillard et le 3e au chariot à paddy. Le héros propose de chercher le poste d'infirmière, qui devrait se trouver à cet étage. Cheryl ne dit rien et il continue dans le couloir. Le personnage principal pense que Cheryl est bien meilleur que les joueurs nerveux avec lesquels il a eu affaire auparavant. Il continue de marcher le long du 2e étage à un rythme mesuré. Le héros fait attention à quelque chose et y allume une lampe de poche. La lampe de poche indique du verre brisé dans l'une des portes du 2e étage. Cheryl suggère de marcher le dos en avant pour qu'ils puissent voir ce qui se passe derrière eux. Le héros refuse et dit qu'il faut explorer rapidement la pièce et ne pas perdre de temps. Cheryl se tient derrière le héros et ne répond pas. Le héros pense qu'il sent à nouveau le regard de quelqu'un derrière lui. Il pense qu'à chaque fois qu'il ressentait cela, quelque chose de grave se produisait. Il crie soudain à la jeune fille de faire attention et lui montre du doigt quelque part. La jeune fille le regarde avec confusion mais ne dit rien. Le héros crie pour avertir la jeune fille et la met hors de danger. Le verre tombe à l'endroit où elle se trouvait avec un rugissement et se brise en fragments. La jeune fille se tient épuisée par terre. Le héros regarde le lieu du crash. Le héros pense que c'était proche et que le cadre est tombé sur quelque chose. Il essaie de soulever la fille et elle pousse un bruit de douleur. Le héros s'excuse et lâche sa main. Il rit nerveusement. Cheryl lui dit avec agacement de la prévenir la prochaine fois qu'il essaiera de la repousser. Le héros est d'accord. Le héros devient méfiant. Il regarde l'endroit où le verre est tombé. Le héros examine le cadre sous lequel est visible la trace d'un impact en forme d'homme. Le héros suppose que le fantôme qui les hantait a été écrasé par le cadre et s'est évaporé. Le héros prend Cheryl par la main et lui dit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils commencent à courir. Après un certain temps, ils arrivent dans une autre pièce. Cheryl et le personnage principal se lèvent et écoutent ce qui se passe. Cheryl dit que les sons qu'ils ont entendus se sont déjà atténués.
Le héros suppose que la source du son était le fantôme qui le hante. Le héros trouve enfin un journal mentionnant une femme enceinte du nom de Zhao. Le héros dit que les trois esprits se connaissaient, Gunther Ma a tué Shelly Yang et Zhao était la femme enceinte de Gunther. Il réfléchit à la façon dont Zhao Shelly Yang se connaît. Il décide d'aller dans la chambre 59, Cheryl demande s'il veut trouver ce fantôme. Le héros dit qu'il aimerait attraper le fantôme au 2e étage, Cheryl est surprise qu'il veuille l'attraper. Le héros répond que c'est le seul moyen d'obtenir toutes les réponses. Cheryl dit avec satisfaction qu'elle ne pense pas que ce soit la meilleure option. Ensuite, l'action se déroule dans un autre endroit, un immense escalier est visible. Van court aussi vite qu'il peut, essayant d'échapper au fantôme. Il trouve la première porte qu'il rencontre et court à l'intérieur de la pièce. Il verrouille la porte avec force derrière lui, provoquant un fort coup. Van est terrifié, il pense qu'il a de la chance d'avoir pu s'échapper de là, il est sûr que le fantôme aurait pu le tuer. Un fantôme au visage effrayant apparaît soudainement juste devant le visage de Van. Van crie à pleine voix d'horreur, il est mort de peur. Chu Shang attrape l'épaule de Wang et le tire vers lui, il crie qu'ils doivent courir. Wang crie que sa mère lui manque et s'enfuit avec Chu Shang. Chu Shang dit qu'ils doivent se séparer et se retrouver au 2e étage. Wang voit le fantôme courir après Chu Shang. Van le remarque, mais continue de fuir le fantôme. Wang espère que Chu Shang ira bien et ne sera pas blessé. Van se cache et tremble de peur, il dit que c'est un endroit horrible et veut que quelqu'un l'aide. Il se souvient brusquement du système d'appel d'amis présent dans le système. Il ouvre sa liste d'amis, mais est surpris de constater que Matthew Gu n'est pas disponible pour l'appeler pour le moment. Il regarde par la fenêtre et se demande s'il quittera automatiquement le donjon s'il saute et meurt suite à une chute. Van pense que s'il saute mais survit, ce sera encore pire, il pense désespérément qu'il pourrait échouer à l'examen pour pouvoir quitter cet endroit. Derrière lui, il remarque la silhouette de quelqu'un à la porte. Van se retourne pour voir ce qu'il y a là. Il tombe au sol de peur et de surprise et se rend compte qu'il y a un fantôme devant lui. Il regarde la créature qui a pris la forme d'une ombre noire. Van ne comprend pas pourquoi il se rapproche alors qu'il recule. Il regarde l'ombre avec peur, incapable de faire quoi que ce soit par peur. L'ombre émet un sifflement, ce qui effraie encore plus Van. Van se rend compte que la tante arrive car c'est l'ombre d'un fantôme qui se tient derrière elle. Il entend un rugissement derrière lui et commence à fuir le fantôme aussi vite qu'il le peut. Il se retourne en courant pour regarder le fantôme. Il s'avère qu'il s'agit de l'esprit effrayant et immense d'une femme enceinte maudite. Van s'enfuit du fantôme aussi vite qu'il le peut, il crie qu'il doit se cacher quelque part. Il pense qu'il ne peut pas se laisser attraper par la créature et court dans l'une des pièces ouvertes. Van se cache sous le lit et fait le vœu que le fantôme ne le trouve pas. Il se cache et veut vraiment que le fantôme passe sans le détecter. Il continue de se cacher sous le lit pendant un moment, en attendant le départ du fantôme. Van expire finalement et dit que c'était très proche, il décide de rester assis ici un peu plus longtemps puis de partir. Soudain, la main d'un fantôme apparaît juste derrière lui. La créature pose sa main sur l'épaule de Van, ce qui lui fait peur, il essaie soigneusement de regarder en arrière pour voir le fantôme. Il s'avère qu'il y a le fantôme effrayant d'une fille morte, Van se met à crier. Il voit de façon inattendue la main de quelqu'un d'autre apparaître devant lui. L'homme dit qu'il est content de l'avoir enfin attrapé et pose sa main sur le bras du fantôme. Wang reconnaît Matthew Gu, qui lui sourit avec assurance. Chu Shang se tient dans les escaliers, observant les mouvements des fantômes. Il regarde la scène devant lui et ajuste ses lunettes. Il se retourne et commence à marcher dans la direction opposée. À ce moment, quelqu'un apparaît dans le couloir derrière lui. Chu Shang monte les escaliers. Il pense à Gunther Ma et à son fantôme. Chu Shang se penche sur les journaux et dit que Gunther Ma est probablement lié au wagon à Paddy. Chu Shang est sûr que Gunther est le fantôme cruel du 3e étage. Il décide de regarder sa chambre et se présente à la bonne porte. Il ne lui restait plus qu'à trouver la bonne cellule parmi plusieurs cellules de prison ouvertes. Il remarque quelque chose et y allume une lampe de poche, essayant de distinguer un objet sur le mur. Il s'avère qu'il s'agit d'une note contenant des informations sur le prisonnier. Il indique qu'il a été libéré prématurément après 13 ans de prison, mais qu'il a ensuite tué une autre femme, qu'il a été recherché et qu'il a failli tuer un policier, après quoi il a été condamné à mort. Chu Shang décide que sa victime était Shelly Yang, il n'a pas oublié qu'elle l'avait trahi et avait décidé de la tuer. Chu Shang trouve étrange que la police ait divulgué des informations sur sa dénonciation. Il se demande comment Gunther a pu savoir que c'était elle qui l'avait dénoncé. Il continue d'étudier les papiers à la recherche d'indices, mais à ce moment-là quelqu'un entre dans la cellule. Chu Shang regarde autour de lui et voit la silhouette effrayante d'un homme avec un couteau à la main. Le fantôme de Gunther attaque Chu Shang, essayant de le poignarder. Chu Shang évite l'attaque avec un mouvement précis sans subir de dégâts. Il sort en courant de la cellule et commence à fuir le fantôme du tueur. Il court le long des escaliers, monte, à la recherche d'un abri contre le monstre. Il court dans la pièce et verrouille la porte métallique derrière lui. Chu Shang est heureux que la créature ne l'ait pas rattrapé. Il remarque soudain quelque chose sur un morceau de papier et se demande ce que c'est. Chu Shang examine le papier devant lui à la recherche d'indices pour le test. Il lit la vis, qui contient des informations sur un crime. Hélène Zhao et Shelly Yang se sont disputés, et pendant la dispute,
La Zhao enceinte est tombée, provoquant un accouchement prématuré et des saignements, entraînant la mort d'elle et du bébé. Chu Shang regarde la photo où Shelei Yang a été barré. La photo a été prise un mois avant le crime. Il se rend compte que tous les trois étaient amis et que Gunther et Zhao formaient un couple. Chu Shang a rassemblé toutes les pièces du puzzle. Gunther Ma a commis un meurtre et la police a émis un mandat d'arrêt contre lui. Il a dit à sa femme enceinte où il se cachait, après quoi elle a accidentellement laissé échapper l'information à Shelei Yang. Après cela, Shelei Yang a appelé la police et lui a indiqué l'endroit où se trouvait Gunther. Zhao a découvert qui avait appelé la police et est allé s'occuper de Shelei Yang. Au cours de la dispute, un accident s'est produit et Zhao est décédé. Gunther était en prison à ce moment-là, où il a appris comment sa femme et son enfant à naître étaient morts. Il détestait Shelei Yang. Quelque temps plus tard, il sortit de prison, tua Shelei Yang, puis accepta la peine de mort. Chu Shang quitte la pièce dans le couloir et regarde autour de lui. Il est sûr d'avoir appris la vérité, mais étant donné la complexité de la tâche, ce n'est probablement pas si simple. Il s'intéresse à ce qui se passera lors de l'examen de conduite. Chu Shang pense que peut-être que la photo de Shelei Yang l'aidera d'une manière ou d'une autre. À proximité, il remarque Cheryl et Van marchant ensemble. Chu Shang les appelle et ils se retournent. Van a une expression inquiète sur le visage. Chu Shang demande où se trouve Matthew Gu et dit qu'il devrait lui parler de ses découvertes. Van dit qu'il ne devrait rien lui dire. Chu Shang demande ce qui s'est passé et Wang répond que Matthew Gu a attrapé un fantôme au 2e étage. Wang raconte comment Matthew Gu a sorti le fantôme de sous le lit, l'a battu et a découvert la vérité. Van se souvient de la scène de combat avec peur. Van dit qu'il est maintenant au 3e étage et que le fantôme est parti après avoir été torturé. Tous les trois regardent en bas des escaliers. Une tête de fantôme y apparaît, elle regarde attentivement au coin de la rue. Van a peur lorsqu'il voit le fantôme, les autres gardent leur sang-froid et gardent le silence. Matthew Gu apparaît soudainement par derrière et demande ce qui s'est passé. Wang crie, surpris par l'apparition soudaine de Matthew Gu derrière lui. Il serre la jambe du personnage principal et dit qu'il y a un fantôme là-bas. Le héros demande où il est. Van montre les escaliers où ils ont vu le fantôme auparavant, mais maintenant il n'y a personne. Le personnage principal dit qu'il n'est pas là, alors il a probablement eu peur et s'est enfui. Chu Shang dit qu'il a relié toutes les pièces du puzzle et voulait en parler à Matthew Gu, mais maintenant il voit que ce n'est pas nécessaire. Le héros donne à Van une sorte d'objet en métal lourd. Il s'avère que c'est une hache couverte de sang, et Van a instantanément peur et demande ce que c'est. Chu Shang demande où le héros a trouvé la hache. Il répond qu'il l'a pris au fantôme du 3e étage, qui a tenté de le tuer avec. Il suggère que cela pourrait encore être nécessaire lors de l'examen de conduite. Le héros dit que beaucoup de temps s'est écoulé et qu'ils doivent maintenant passer un test écrit. Il ouvre la porte du hall où se trouve leur professeur. Le professeur dit qu'il n'en croit pas ses yeux. Les héros se tiennent devant le professeur, il y a 3 voitures derrière lui. Il regarde le personnage principal et ses compagnons avec surprise. Les personnages le regardent avec satisfaction. L'enseignant affirme que 4 participants ont réussi à survivre à la première étape du test. Le héros dit que c'était dur pour eux. Il se souvient de ce qui est arrivé aux autres. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle, le héros remarqua quelqu'un allongé sur le sol. Il s'est avéré que c'était l'un des participants qui avait l'air blessé et effrayé. Sa bouche est ouverte. La fille demande s'il est mort. Chu Shang répond qu'il est bel et bien mort et qu'il a probablement été tué par des fantômes. Chu Shang dit que les autres sont probablement morts aussi, mais ils ne sont pas vraiment morts dans le jeu. Cependant, ils se retrouveront avec des corps sans vie. Le professeur dit qu'ils ont tous réussi à survivre. Il sourit et dit que tout le monde ne pourra pas débuter le prochain tour. Il lit les scores des personnages et remarque avec colère qu'ils ont tous réussi le test. Pendant ce temps, il est exactement minuit. L'enseignant dit que l'examen écrit était trop facile pour eux. Vient ensuite l'examen de conduite. Leur tâche dans cette étape est de faire 3 tours en voiture. Il dit qu'il évaluera le travail assis sur la chaise suivante. Si le véhicule s'arrête ou cale, le test échouera. L'enseignant regarde joyeusement le magazine pour savoir qui passera le test en premier. Le héros dit qu'il sera le premier parce qu'il a le numéro 1. Le professeur, mécontent, lui demande de choisir l'une des voitures. Chu Shang lui a conseillé de prendre un chariot Harry, car le fantôme de Gunther pourrait être détenu grâce à la photo de Shelei Yang qu'il a trouvée. Le héros dit que ce n'est pas nécessaire, car il a de l'expérience dans la communication avec les fantômes. Il dit qu'il deviendra encore plus proche du fantôme dans la machine. Van demande si quelque chose d'inattendu se produit. Chu Shang dit que quelque chose d'inattendu se produira certainement. Il dit que si quelque chose arrive à Matthew Gu, ils seront tous finis. Le personnage principal et le professeur prennent le volant de la voiture et allument les phares. Le professeur dit qu'il peut déjà commencer à conduire. Le héros accélère immédiatement, ce qui surprend le professeur. Ils accélèrent à des vitesses dangereuses, le professeur crie, demandant ce qui ne va pas chez lui. Le héros répond que c'est une tâche facile, le coach tient bon pour ne pas tomber. À grande vitesse, ils s'approchent du premier cercle. Puis, peu de temps après, ils franchissent le 2e cercle. L'entraîneur demande s'il est déjà parti. Le héros demande si nous parlons d'un fantôme et dit qu'il n'apparaîtra pas. Le héros termine la course et dit qu'il a terminé.
L'entraîneur est surpris qu'aucun des fantômes ne se soit présenté. Les participants debout à proximité remarquent que Mathieu Gu est passé au 4e tour, il décide de s'éloigner de la voiture. L'entraîneur demande nerveusement pourquoi le héros ne s'est pas arrêté après avoir effectué 3 tours. Le héros dit que les freins sont tombés en panne et que la voiture accélère d'elle-même. L'entraîneur crie qu'un tel problème ne s'est jamais produit dans le donjon. Le personnage principal pensait que le professeur savait qu'il était un personnage non-joueur. Il continue de prendre de la vitesse, le professeur crie au héros de s'arrêter, mais il continue d'accélérer et dit que les freins ne fonctionnent pas. Il dit à l'entraîneur de ne pas avoir peur, puisque le premier donjon dans lequel se trouvait le personnage principal a explosé après l'avoir terminé, mais il va bien. Le professeur hurle lorsqu'il réalise que c'est la même personne qui a détruit l'emplacement du lycée maudit. Le professeur crie que c'est le personnage principal qui a cassé l'emplacement du lycée maudit, tandis que le héros fait un virage à grande vitesse. Le héros dit qu'il n'a fait que déchirer le morceau de papier sur lequel étaient dessinés les sorts. Le conducteur tremble de peur et dit au héros de serrer plus fort le volant. L'enseignant dit qu'il pensait qu'il y avait beaucoup d'erreurs et de défaillances du système au collège, mais il s'est avéré que c'était le personnage principal et non la défaillance du système. Le héros dit que pour leur sécurité, ils doivent arrêter cette voiture de force. La voiture est dirigée vers les participants qui se tiennent au bord de la route. Ils commencent à s'enfuir en panique lorsqu'ils voient le corbillard se diriger vers eux. Un virage serré fait décoller la roue de la voiture et la diriger vers quelque part. Le professeur crie que le héros a ruiné sa voiture. Le héros répond qu'il vient de perdre le contrôle de la voiture, il garantit que tout s'arrangera pour eux. Le corbillard s'écrase à grande vitesse contre le mur d'un immeuble avec un rugissement assourdissant. Les participants regardent une voiture s'immobiliser après une collision. La voiture fume, le personnage principal ouvre sa portière. Le héros demande s'il a réussi le test et demande à obtenir un permis. L'enseignant n'arrive pas à croire que les véhicules ont été détruits, le donjon disparaît désormais plus tôt. Il dit avec colère qu'ils ont tous échoué au test d'aujourd'hui. Le héros dit qu'il a fait 3 tours avant l'accident, il assure que tout va bien, puisqu'il a un ticket et peut revenir repasser l'examen. Le professeur a peur que le personnage principal et ses amis ne reviennent plus ici, alors il annonce qu'ils ont tout réussi. Il commence à disparaître du donjon et le professeur lui crie de ne plus jamais réapparaître dans son donjon. Tous 3 retournent dans le monde réel, à l'endroit d'où ils ont disparu. Un cadavre gît devant eux, le héros se demande d'où cela vient. Chu Shang note qu'il s'agit d'un incident grave et qu'il n'y a désormais aucun passager. Chu Shang suggère de rentrer chez lui pour discuter de tout cela. Wang est heureux que grâce à Mathieu Gu, les fantômes ne l'aient pas tué. Le personnage principal regarde au loin et pense à quelque chose. Là, vous pouvez voir une immense structure qui ressemble à un gratte-ciel multicolore. Les héros notent qu'il n'était pas là auparavant et qu'il semblait surgir de nulle part. Chu Shang lit dans l'interface que le donjon des conducteurs de corbillard vient d'être fermé. L'avis indique qu'elle a suspendu ses activités en raison de dommages. Les joueurs se voient offrir une compensation sous forme de pièces de jeu. Van se réjouit de la nouvelle compensation, le héros est mécontent que son nom soit connu. Il voit un autre message selon lequel les joueurs ont accumulé 1 million de pièces au total, et maintenant un système d'échange a été lancé, grâce auquel il sera possible de trouver des marchandises au supermarché contre des pièces. Cela nécessite des permis, qui sont délivrés sur une base limitée. Le héros est heureux de pouvoir acheter des objets avec des pièces. Le héros veut partir tout de suite, Van demande pourquoi y aller au milieu de la nuit. Le héros répond qu'il doit obtenir une autorisation, qui est accordée en quantité limitée. Le héros arrive et une fille l'attend à la caisse et lui demande ce dont il a besoin. Il répond qu'il veut 3 permis pour aller au supermarché au total, cela coûtera 150 pièces. Le caissier demande s'ils partageront la facture ou si le héros veut tout payer lui-même. Le héros répond qu'il veut tout payer depuis son compte. Il reçoit 3 autorisations pour entrer dans le supermarché. Le caissier leur conseille finalement de conserver quelques pièces et d'attendre la fin du mois. Elle explique pourquoi cela vaut la peine. Elle dit qu'il y aura une foule immense au supermarché à la fin du mois. Et il ajoute qu'il y serait une cible facile. Le héros demande ce que la jeune fille voulait dire lorsqu'elle l'a traité de cible facile. Chu Shang dit que maintenant il y a des voyous et des voleurs partout. Un homme passe à côté de lui, Van a peur de lui. Il demande au personnage principal si cette personne veut le voler. Il décide d'aller au supermarché et de se diriger vers la partie souhaitée de la ville. Ils arrivent devant de grandes portes qui mènent à un supermarché. Là, ils sont accueillis par des rangées de visages souriants. Ils saluent gentiment les héros au supermarché. Immédiatement, les commerçants commencent à leur proposer leurs marchandises. L'homme propose le sac à dos pour 6 pièces. La femme propose d'acheter une couverture et 10 pièces. Ils sourient tous poliment à l'adresse des personnages. Le personnage principal les ignore et se dirige vers le département avec des outils mécaniques. Le héros examine les marchandises dans ce département. Un vendeur a couru immédiatement vers lui. Il demande comment il peut aider. Le héros montre l'un des biens et dit que celui-ci lui conviendra. L'homme dit que lors de l'achat, il recevra un étui en cadeau. Il dit que l'étui peut déguiser l'instrument en guitare. Le héros regarde le prix. Il est écrit pièce de monnaie. Il décide que le prix est raisonnable et achète le produit. Chu Shang et Wang rencontrent le personnage principal. Van remarque l'énorme étui de guitare sur le dos du protagoniste.
Il demande avec perplexité si Matthew Gu a acheté une guitare. Le héros répond que c'est au cas où il voudrait les voler et dit qu'il ne veut pas se battre. Chu Shang surveille de près le magasin. Il dit que les produits de première nécessité se trouvent au premier étage, les vêtements au deuxième et la nourriture au troisième. Van propose d'acheter de la viande pour cuisiner. Il regarde les prix des marchandises, un demi-kilo de choux se vend 23 pièces. Le riz est vendu à 50 pièces le demi-kilogramme. Le porc coûte plus cher que les autres produits, 200 pièces par demi-kilo. Wang est indigné par des prix aussi élevés. Le vendeur dit que ce n'est pas de sa faute, que les marchandises sont d'autant plus chères qu'elles sont rares et que la nourriture est devenue plus rare. Le héros suggère que c'est un moyen d'entraîner le joueur dans le jeu. Il propose de prendre une autre viande, cela montre que les autres porcs coûtent 2 fois moins cher. Wang dit que le riz est encore moins cher, mais que cela prend encore beaucoup de temps. Il est contrarié. Van décide qu'aujourd'hui il fera griller des ailes avec elle. Le personnage principal est heureux que Van soit un cuisinier aussi talentueux. Finalement, ils ont rassemblé tout ce dont ils avaient besoin. Le caissier dit qu'il facture 2050 pièces pour toutes les marchandises. Le caissier demande s'ils en ont assez. Le héros dit que ça suffit. Les caissiers parlent entre eux de la façon dont les joueurs se sont améliorés et ont commencé à gagner plus. Son interlocuteur partage une rumeur selon laquelle quelqu'un s'est introduit dans le donjon du corbillard et a reçu 1000 pièces en guise de compensation. Ils se demandent tous les deux si le personnage principal était ce type. Le héros quitte le bâtiment dans la rue après avoir fait ses courses. Un groupe de personnes les attend devant l'entrée. Ce sont des criminels armés. Van est surpris de les voir. Leur patron demande si leurs poches sont profondes. Il déclare qu'il devrait leur donner tous leurs biens, sinon ils mourront ici. Van est effrayé par la menace. Le personnage principal regarde calmement le chef des bandits. Il dit qu'il n'est pas facile de s'entendre avec lui. Il demande si le héros sait ce qui est arrivé au casse-cou précédent. Il laisse entendre qu'ils ont tué le précédent qui refusait de céder ses biens. Le héros pose sa valise par terre, ce qui surprend Van. Le patron leur dit de remettre leurs affaires et ensuite ils les laisseront partir. Le héros sourit spontanément. Il prend la poignée de son étui et tire fort pour en retirer le contenu. Le héros sort une tronçonneuse de l'étui et la lance d'un air effrayant et menaçant. La chaîne de la tronçonneuse commence à tourner avec un rugissement mécanique caractéristique. Le personnage principal le tient d'une main et se dirige vers les bandits. Son apparence intimide les criminels. Le héros attrape le patron par le col et dit que c'est très courageux de sa part. Il a peur aussi. Le reste du gang crie que le personnage principal est un psychopathe et propose de s'échapper. Le héros dit d'un ton étrange qu'il est trop tard pour partir. Il ordonne aux bandits de leur donner tout ce qu'ils ont, sinon il leur coupera la tête. Le patron panique et demande au personnage principal de se calmer et de tout résoudre pacifiquement par la négociation. Le héros leur dit de l'ajouter comme ami afin qu'ils puissent consulter leur nombre de pièces. Il voit que le chef des bandits n'a que 38 pièces, il se moque de lui et dit qu'il se considère comme un patron alors qu'il ne peut même pas acheter un ticket pour le supermarché. Van demande si le héros a peur que le patron revienne pour se venger. Le héros demande s'il sait récolter les oignons verts chinois. Van ne comprend pas pourquoi cela se produit. Il dit que lors de la récolte de ce légume, vous devez laisser de petites racines derrière vous à chaque saison. Le héros dit que tout allait bien avant la sortie du jeu et que maintenant les gens ont peur de quitter leur domicile. Ils entrent dans le dortoir et voient la fille à l'entrée derrière le comptoir. Le héros dit qu'il s'agit de Ruby Lil, sa propriétaire. Van rougit un peu et dit que Ruby Lil est une femme magnifique. Le personnage principal dit à Van qu'elle est non seulement belle, mais aussi extrêmement dangereuse, et lui conseille de rester à l'écart de cette dame. Wang dit qu'il a quelques réflexions sur Matthew Gu. Wang raconte qu'un homme lui a dit un jour que si un homme a un gros ami, un gentleman indifférent avec des lunettes, des rencontres aléatoires avec des actrices et une propriétaire attirante, cela ne peut signifier qu'une chose. Wang dit que tout cela indique que Matthew Gu est le personnage principal de l'histoire. Le héros lui-même s'énerve et dit à Van de ne pas dire de bêtises. Le héros regarde la fenêtre de l'interface et dit que quelque chose de nouveau est apparu. Le système demande à tout le monde de se rendre à Edian pour participer au donjon du Festival des Lanternes. Il lit qu'au Festival des Lanternes, les bénédictions des fantômes seront présentées sous forme de lanternes. Il est également indiqué que pendant l'événement, la zone de Edian sera fermée à toute personne sans billet. Chu Shang dit que cela vise à encourager la compétition entre les joueurs et dit que le jeu aime intéresser les joueurs de cette manière. Chu Shang demande si le héros souhaite participer, étant donné que cela aura lieu dans un mois. Le héros accepte, car c'est un moyen d'améliorer sa force. Wang dit à Matthew Gu de l'emmener avec lui. Il a accepté, mais il doit parcourir encore quelques donjons. Le héros pense qu'il doit gagner le plus d'argent possible avant le début des vacances et acheter une chose. Le lendemain, Wang et Chu Shang tentent de retrouver le personnage principal. Chu Shang a décidé que le héros devait être entré dans le jeu pour gagner des pièces. Le héros lit un message indiquant que toutes les récompenses ont été augmentées d'un niveau. Il voit qu'il s'agit d'une mission à 5 joueurs, mais il n'y a personne ici à part lui. Le héros dit que le donjon est similaire au film The Ring et que tous les joueurs ici sont initialement maudits. Petit à petit, quelque chose d'effrayant s'approchera des joueurs. Le héros entend le téléphone sonner. Il s'approche de lui et décroche le téléphone. L'autre bout du fil demande s'il s'agit de Matthew Gu.
il accepte et déduit grâce au numéro de téléphone que son interlocuteur est Hang Se-wen. Son interlocuteur demande s'il y a un endroit remarquable près de chez lui pour qu'il puisse se retrouver. Il décide de se retrouver près de la sculpture. Après un certain temps, le héros arrive à la statue. Il y voit plusieurs concurrents qui l'attendent. Les joueurs se présentent et prononcent leurs noms Hang Se-wen et Molly Lin. Les autres membres sont Golden Wing et Kevin, étudiants en linguistique. Le héros se présente comme Matthew Gu, il dit qu'il est médecin. Les autres remarquent l'étui de la guitare et lui demandent s'il joue de la musique. Hang Se-wen veut parler du jeu, mais remarque quelque chose à proximité. Il lui semble que quelque chose les observe de loin. Le héros dit qu'il fait déjà nuit et qu'il commence à faire froid dehors. Hang Se-wen dit qu'il s'agit d'un donjon maudit et que la situation est similaire à celle du film The Ring. Ils expliquent que, puisqu'ils ne peuvent pas tuer le fantôme, ils doivent trouver un autre moyen. Hang Se-wen calme tout le monde et dit que la première journée sera facile, puisque le donjon est conçu pour plusieurs jours. Ils regagnent leur chambre pour la nuit, un cri se fait entendre depuis la chambre de Matthew Gu. Il s'avère que c'est un monstre qui regarde le héros depuis la télévision et lui crie dessus. Le héros regarde le monstre sur l'écran et mâche calmement du popcorn. Soudain, l'image s'arrête et le héros, déçu, demande pourquoi tout est gelé. On frappe à la porte de sa chambre, le héros se lève pour vérifier ce qu'il y a là. Il demande qui est venu le voir, mais personne ne répond. Les coups à la porte ne s'arrêtent pas, le héros regarde par le judas de la porte. Il regarde par le judas pour voir qui frappe à sa porte. Il voit qu'il n'y a personne dans le couloir et les coups s'arrêtent. Le héros dit qu'il n'y a personne là-bas et dit qu'il aura besoin d'une lampe de poche. Le visage du fantôme sur l'écran l'observe. Le visage siffle en observant ses actions. Le héros trouve enfin une lampe de poche et les coups à la porte continuent. Il s'approche de la porte. Les coups ne se sont toujours pas arrêtés. Le héros dit qu'il verra désormais qui frappe à sa porte. Il fait une grimace effrayante en utilisant la lumière d'une lampe de poche et sourit d'un air menaçant. Pendant ce temps, dehors, la nuit était tombée. Une forte détonation se fait entendre alors que quelqu'un ferme la porte. L'un des participants dit que c'est mieux là-bas, car lorsque la porte était ouverte, il lui semblait que quelqu'un se cachait dans l'obscurité du couloir. Soudain, le téléphone sonne, ce qui fait peur au gars et il crie. Il dit qu'il était presque mort de peur à cause de cet appel. Molly Lin l'appelle, elle dit qu'elle a peur parce qu'il y a quelque chose sous son lit. Elle est obligée de parler à voix basse et a peur de vérifier elle-même ce qu'il y a sous le lit. Hanks lui assure que tout va bien et qu'elle devrait y jeter un œil tranquille. Elle accepte de regarder sans sortir du lit. Elle a peur lorsqu'elle voit quelque chose sous son lit, ses yeux s'écarquillent de peur. Elle dit au téléphone qu'elle a vu la main de quelqu'un et raccroche. Hanks crie dans le téléphone, inquiet pour Molly Lin. D'autres participants regardent une sorte de créature apparaître dans le couloir. Dès qu'ils essaient de regarder, il disparaît au coin du couloir. Un autre participant dit que peut-être que tout ne va pas si mal et décide d'appeler les autres pour savoir comment ça se passe. Il compose le numéro de téléphone et attend l'appel. Il prend peur lorsqu'il apprend que la ligne est occupée et qu'il ne parvient pas à joindre l'un des participants. Il décide d'appeler Matthew Gu et compose son numéro. Il décroche le téléphone et le gars est soulagé de savoir qu'il va bien. Il demande si Matthew Gu a parlé à Wang Yu parce que la ligne était occupée. Le héros répond que non et suggère que c'était un fantôme. Un léger grincement se fait entendre au téléphone et le gars demande quel était ce son. Matthew Gu tient la jambe du fantôme et dit que le fantôme du film The Ring vient de sortir de la télévision. Matthew Gu se réinitialise, le gars jure parce que ce n'est que le premier jour, et déjà la moitié de l'équipe est en danger. Un autre membre de l'équipe décroche le téléphone et demande qui l'appelle. Le fantôme rit d'un air menaçant et lui dit de ne pas raccrocher, sinon il mourra. Il dit que c'est en bas, dans sa chambre, le gars baisse les yeux et découvre avec horreur que quelqu'un se tient là. Le gars a peur et la voix commence le compte à rebours. Le gars entend des bruits de pas sur les marches de l'immeuble. Il laisse tomber le téléphone par peur. Une voix retentit dans le téléphone qui dit qu'il est déjà derrière lui. Un fantôme apparaît derrière le gars, prêt à l'attaquer. Le matin arrive sur place. Le matin, le personnage principal se réveille et est heureux d'avoir réussi à dormir. On frappe à nouveau à sa porte. Le héros saute du lit et dit qu'il va certainement attraper ce fantôme. Il promet qu'il déchirera le fantôme en morceaux, en colère à cause des coups constants à la porte. Le héros ouvre la porte de la pièce. Hang Se-wen et les autres se tiennent à l'entrée. Il dit qu'il est content que Matthew Gu aille bien parce qu'il a eu peur lorsque la connexion a été interrompue. Le héros demande s'ils doivent se retrouver devant la statue à 8 h du matin, mais Hang Se-wen répond qu'il n'a pas pu joindre certains membres du groupe. Le héros suppose que s'ils ne sont pas joignables par téléphone, le fantôme les a tués pendant la nuit. Matthew avance et dit qu'ils doivent découvrir ce qui s'est exactement passé là-bas. Les corbeaux sont assis sur le toit et croassent. Les personnages marchent dans le couloir, effrayant les rats qui s'y trouvent. Ils ouvrent la porte d'une chambre des participants. Hang Se-wen franchit la porte et demande si Farhan est là. Il continue de marcher, appelant Farhan, cherchant autour d'eux des membres du groupe. Derrière l'une des portes, ils entendent un grand fracas. Ils courent dans la pièce et voient Farhan allongé sur le sol. Ils le voient tué, renforcé par un cordon téléphonique. Le héros se penche sur lui, il demande à nouveau qui l'a appelé. Il demande si Farhan aurait pu parler au téléphone au fantôme à ce moment-là.
Les participants commencent à devenir nerveux car le héros a supposé que l'appel provenait d'un fantôme. On dit que mourir dans le jeu ne vous tue pas vraiment, mais cela semble quand même effrayant. Ils disent que le jeu doit se terminer le plus tôt possible. Un autre membre suggère d'aller dans la chambre de Molly. Le héros va au téléphone et il émet des sonneries, ce qui effraie les gars. Le participant demande nerveusement qui appelle. Le héros décroche le téléphone et demande qui appelle. La fille à l'autre bout du fil dit que c'est Molly. Elle est assise dans sa chambre sur le lit. Il demande ce qui lui est arrivé. Elle dit qu'elle a vu une main sous le lit et qu'elle a laissé tomber le téléphone, mais qu'elle avait peur de l'attraper. Elle dit qu'elle a très peur et lui demande de venir dans sa chambre. Il est d'accord. Elle crie que quelque chose bouge ici et leur dit de venir vite. Elle crie que quelque chose sort de là. Un rire étrange vient du récepteur. En plus du personnage principal, les participants sont effrayés lorsqu'ils entendent des rires effrayants provenant du tube. Le héros lui dit de rester sur place et qu'il vient vers elle. Les autres lui conseillent de ne pas aller dans sa chambre car c'est une mort garantie. Le héros dit qu'il aime quand les fantômes sont cruels et dit qu'il veut essayer de nouvelles armes sur lui. Les autres ne comprennent pas de quoi il s'agit et de quoi parle le héros. Un certain temps s'écoule après cette conversation. Le héros et deux autres participants entrent dans le bâtiment. Ils tentent de dissuader le protagoniste en lui disant de bien réfléchir à son intention de partir. Le héros ouvre la porte de la chambre de Molly là. Il y a une fille assise là qui rigole sans arrêt. Elle dit que le héros est enfin arrivé ici. Elle montre son visage effrayant de fantôme et rit bruyamment. Le héros se sent dégoûté par le monstre. Il enlève l'étui de la tronçonneuse de son épaule. Le héros l'ouvre avec un fort clic de serrure. Il sort la tronçonneuse de son étui et la pose sur son épaule. Le participant dit que ce n'est pas une guitare. Un autre note qu'on ne sait plus lequel d'entre eux semble le plus terrifiant, le fantôme ou Matthew Gu. Le héros invite le fantôme à danser en démarrant sa tronçonneuse. Un grand cri de fantôme se fait entendre derrière la porte de la pièce. L'un des membres du groupe montre le corps devant lui. Ils ont tous les deux très peur. Il s'avère que c'est le corps de Molly morte. Le gars dit que Molly est morte. Il se couvre la bouche avec ses mains de peur. Il demande alors qui est la silhouette sur le lit. Il regarde le lit, mais il s'avère vide. Un bruit se fait entendre du côté du lit. Le gars demande quel est ce bruit inhabituel. Il voit une flamme s'allumer près du corps de Molly. Les gars commencent à paniquer lorsqu'ils voient un spectacle terrible. Le fantôme dans le corps de Molly se lève et regarde les personnages avec un sourire menaçant. Il y a une explosion, des flammes apparaissent autour et les gars se couvrent, essayant de se protéger du feu. L'un d'eux demande d'où vient le feu ici. Les flammes ont envahi toute la pièce et mis le feu aux meubles. Les armoires et étagères en bois sont en feu, remplissant la pièce de fumée. Le gars remarque que ce n'est pas la chambre de Molly et ne sait pas où il s'est retrouvé. Il crie, demandant où sont les autres. Son partenaire surgit de derrière les meubles en feu et lui crie qu'il est là. Il dit que quelque chose lui est tombé sur la jambe, sa jambe étant écrasée, il ne peut pas bouger. Son partenaire court vers lui pour tenter d'aider son ami. Il demande si son partenaire Matthew Gu l'a vu, mais il répond que non. L'un d'eux demande où ils ont atterri et pourquoi tout brûle ici. Le second répond qu'il est possible que ce soit le lieu de la mort du fantôme. Ils s'arrêtent surpris lorsqu'ils aperçoivent des fissures dans le sol d'où jaillit une lumière verdâtre. Parmi cette lueur verte, ils aperçoivent un fantôme, elle les regarde d'un air prédateur. Les gars ont peur quand ils voient un monstre devant eux. Le fantôme commence à ramper lentement vers les gars, qui sont figés sur place par peur. On se demande ce qu'il devrait faire, le second dit qu'il ne sait pas, et ajoute qu'il préfère brûler plutôt que de se laisser attraper par ce monstre. Le fantôme les attaque et charge en avant, elle rigole pendant cela. Les cheveux de la créature se précipitent vers l'avant et enchevêtrent étroitement les gars, les empêchant de bouger. Elle rit et dit qu'elle les a attrapés, le fantôme commence à ramper vers sa proie. Le gars fait un bruit de douleur et dit qu'ils vont mourir, il ferme les yeux. Puis un son fort se fait entendre, le type regarde dans cette direction, surpris d'être encore en vie. Il voit Matthew Gu se pencher et tenir la tête du fantôme dans ses mains. Il dit qu'il est un peu en retard et s'en excuse, les gars se réjouissent de son arrivée. Matthew Gu dit au fantôme qu'il lui conseille de redevenir une bonne personne et d'arrêter de tuer des gens. Les gars sont surpris que le personnage principal essaie de persuader le fantôme. Elle crie furieusement qu'elle va tous les tuer et tente de se libérer de l'emprise du protagoniste. Le héros frappe avec force la tête du fantôme au sol. Matthew Gu sort sa tronçonneuse et commence à la faire tourner. Le héros dit avec colère que le nom du fantôme est en enfer, lui lançant une tronçonneuse. Il dit qu'il espère qu'elle ne repose pas en paix. Pendant quelque temps, le héros découpe furieusement le corps du fantôme avec sa tronçonneuse. Le reste du groupe est choqué, ils ont du mal à croire que quelqu'un puisse tuer un fantôme en utilisant uniquement sa force physique. Une notification apparaît indiquant que la source de la malédiction a été éliminée et que le donjon se terminera dans 10 secondes. Le compte à rebours commence, après quoi les personnages seront renvoyés dans le monde réel. Le donjon est progressivement détruit, le système compte les secondes jusqu'à la fin du donjon. Enfin, le héros retourne dans son monde natal, il est heureux que le signe ne soit pas apparu cette fois. Le héros voit les cadavres des gens devant lui, il pense que le monde réel glisse de plus en plus vers l'enfer. Il appuie sur le bouton pour vérifier les résultats du donjon. Il précise que le donjon ne peut plus fonctionner, il ne reprendra son travail qu'après un long processus de récupération. La compensation est de 1000 pièces,
Le héros ouvre le menu de loterie et le lance. En guise de prix, le personnage principal reçoit une bobine de fil, cela peut aider dans certaines situations, mais cela peut se briser. Le héros suppose que cet objet peut se briser au moment où il est utilisé. Le héros voit une annonce du système indiquant qu'un tableau d'évaluation des joueurs a été créé, le chargement prend un certain temps. Le héros attend qu'il se charge. Il voit son nom à la première place des personnes les plus recherchées au monde, les raisons de la recherche ne sont pas précisées, mais celui qui pourra le tuer recevra une récompense d'une énorme quantité de pièces, 10 000. Le héros pense qu'il est surpris d'être détesté à ce point. Il se dirige vers la maison et pense que maintenant il va avoir du mal. Dans le monde réel, le matin arrive. Chu Shang demande s'il a vu la liste des personnes les plus recherchées au monde, le héros dit en plaisantant qu'il aimerait remporter le prix pour lui-même. Van dit que le héros est très étrange, le héros regarde le menu de l'interface système. Wang pense qu'il pourrait écrire un roman sur un malheureux recherché, Chu Shang dit qu'il aimerait que le personnage principal reste en vie d'ici là. Le héros fait une expression pensive et Chu Shang demande ce qui ne va pas. Matthew Gu répond qu'il réfléchit à augmenter la liste des personnes recherchées et à comment faire exploser le monde. Wang dit qu'il est une personne très positive pour avoir continué à plaisanter pendant une période aussi difficile. Matthew Gu répond qu'il est complètement sérieux, ce à quoi Wang ne s'attendait pas. Le héros dit qu'il veut aller au donjon pour marquer des points pour l'événement, il invite ses amis à l'accompagner et Wang et Chu Shang sont d'accord. Le héros dit qu'il surpassera tous les joueurs qui tentent de le tuer, il pense qu'il doit trouver quelque chose d'utile dans le donjon pour rester en vie. Ils arrivent tous les trois à la caisse, où se tient le jeune caissier. Le caissier demande au héros s'il est Matthew Gu, le héros répond que oui, et qu'il veut un ticket pour le donjon de groupe. Le caissier dit que le donjon ne veut pas s'occuper de Matthew Gu. Le héros sourit et dit qu'il racontera un fait intéressant au caissier. Il attrape le caissier par le col et lui dit d'un ton menaçant qu'il obtiendra ce qu'il voulait et que le caissier devrait arrêter de dire des bêtises et lui donner un ticket. Le caissier effrayé accepte de donner le ticket, le héros le prend et laisse partir le gars, il remercie poliment pour le billet. Le système écrit que de nouveaux membres de l'équipe seront bientôt ajoutés, le héros dit que le nombre de joueurs dépend directement de la complexité du donjon. Ils apparaissent dans le donjon, des projecteurs éclairent la scène. Il y a une inscription sur le panneau, d'où vous pouvez comprendre qu'ils sont dans un cirque. Il y a plusieurs autres personnes à côté des personnages qui regardent la scène où se tient une personne. L'interface indique qu'il y a 15 joueurs, le héros pense qu'il n'y a pas un mot sur la page concernant les récompenses ou le but de la tâche. Un homme sur scène applaudit quelques mains. Il accueille tous les joueurs dans un donjon appelé Énigme-Folle. L'homme dit qu'il est le registraire du jeu et qu'il y aura des énigmes à résoudre. 15 joueurs seront répartis en 5 équipes de 3 joueurs, le joueur qui répond entrera sur la place. Les joueurs à l'extérieur recevront alors un mot ou une phrase qu'ils devront transmettre aux joueurs dans la cage sans utiliser de mots ni de son. Non seulement les mots et la parole, mais aussi la lecture labiale sont strictement interdits. Le joueur qui répond ne peut pas regarder le tableau où est indiqué le mot, sinon, lui et son équipe seront punis. Le joueur qui répond ne peut pas regarder le tableau où est indiqué le mot, sinon, lui et son équipe seront punis. Wang dit que c'est similaire aux jeux normaux, Chu Shang dit que ce ne sera pas facile de gagner. Le présentateur dit que les équipes s'affrontent, au bout de 10 minutes, l'équipe avec le nombre minimum de points perdra et la cellule du joueur répondant s'ouvrira de l'autre côté. Il y a un fantôme maléfique au dos des cellules, donc le joueur perdant sera tué. L'animateur rappelle que toute l'équipe perdra si le joueur qui répond meurt. L'équipe gagnante recevra des prix et son répondant recevra le double du montant. Ensuite, les joueurs sont répartis en équipes, le personnage principal, Wang et Chu Shang, forment une seule équipe. D'autres joueurs se sont également réunis par 3, formant des équipes. Il y a 5 groupes au total, chacun composé de 3 personnes. Van demande qui dans son équipe entrera dans la cage et répondra. Le personnage principal est envoyé dans une cage. Il dit qu'il devrait être le responsable et entre. L'autre lit la page contenant des informations sur le joueur qui répond, il annonce que Matthew Gu sera aux commandes. Soudain, il se souvient de qui est Matthew Gu et a peur, il dit qu'il devra ensuite prendre de longues vacances. Les joueurs remarquent le personnage principal et discutent de la façon dont le tuer peut faire fortune. Le présentateur encourage chacun à ne pas se laisser distraire et à choisir les joueurs appropriés dans ses équipes. L'une des équipes regarde les cellules avec confiance. Un des membres de leur équipe est envoyé dans la cage. Il dit bonjour et dit que son surnom est Woti Yankee 257, le héros dit qu'il a très confiance en lui. Le compte à rebours commence à 3 secondes du début de la compétition. Les intimés dans les cellules attendent nerveusement le début de la compétition. Ils restent dans leur cage jusqu'au début du jeu. Certains participants se comportent avec confiance, mais la plupart sont nerveux. L'animateur dit que pendant la compétition, ils peuvent regarder l'horloge, qui leur indiquera l'heure. L'animateur claque des doigts lorsque le compte à rebours atteint 0. Il montre un objet devant lui qui émet une lueur violet foncé, le présentateur dit qu'il s'agit d'un objet précieux et rare. L'horloge démarre et l'hôte annonce le début du match. Le héros se tient dans une cage et réfléchit aux mots qui pourraient apparaître maintenant. Chu Shang et Wang voient le mot sur le tableau blanc, Van est très nerveux. Van est frustré par la difficulté du mot et ne sait pas comment l'expliquer par des gestes. Le héros demande combien de mots contient la phrase cachée,
Van en montre 4 à ses doigts, le héros pense que cela pourrait être une expression stable. Van feint un sourire, le héros pense que ce mot est probablement lié au rire. Van continue de rire, le héros devine différentes options, sur le rire, le sourire, l'énergie. Leurs adversaires tentent également de deviner, l'un d'eux sourit avec assurance. Les autres participants sont désespérés et ne savent pas quel est le mot. Le présentateur dit que le temps est déjà à moitié écoulé, il rappelle que tous les devineurs qui échoueront perdront, toutes les équipes risquent de perdre en ce moment. L'un des devineurs crie son mot, complot, le présentateur annonce que le mot a été correctement deviné. Chu Shang se pointe du doigt et pointe l'autre doigt vers le bas. Le héros demande si ce mot est associé à Chu Shang dans son jeune âge. Il se souvient d'un épisode de son enfance et dit que le mot caché est Mona Lisa. Le présentateur félicite l'équipe du personnage principal et dit que le mot a été correctement deviné. Van admire le héros parce qu'il l'a deviné. Le personnage principal pense que les prochaines énigmes pourraient être plus difficiles. L'hôte annonce que l'équipe du protagoniste et Woti Yankee 257 a reçu un point dans ce tour et que les autres équipes n'ont pas encore avancé. Il reste 3 minutes avant la fin du tour. Le héros exhorte ses amis à montrer rapidement le mot suivant. Wang et Chu Shang regardent le mot nerveusement. Le héros demande combien de mots contient la phrase cachée. Chu Shang montre 10 doigts, mais Wang n'en montre que 7. Le héros ne comprend pas combien de mots il doit deviner. Les participants restants donnent leur première réponse. La première équipe donne la réponse, la frontière des puissances opposées. La seconde est de se lever avec les coqs. La troisième consiste à se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Le présentateur dit que les équipes en retard ont rattrapé leurs rivaux et que désormais tout le monde est au même niveau. Le compte à rebours commence. Les devineurs s'efforcent et tentent de deviner les mots dans les dernières secondes. Chu Shang et Wang sont nerveux car ils n'ont presque plus de temps. Le personnage principal sourit avec confiance alors qu'il ne reste que 4 secondes. Le compte à rebours est presque terminé. Le présentateur commence à annoncer le résultat du concours. Au dernier moment, le héros nomme l'option Blanche-Neige et les 7 nains, et l'un de ses adversaires nomme simultanément l'option Kaléidoscope. Woti Yankee et le héros se traitent d'ignobles. L'animateur dit que Woti Yankee et Matthew Gu ont battu 3 équipes adverses. L'hôte dit aux participants perdants de se préparer à l'ouverture des portes. Les devineurs dans les cages crient à l'aide, envahis par la peur. Ils se mettent à crier alors que les portes de la cage s'ouvrent, les mettant à portée du fantôme. Une main monstrueuse attrape l'un des perdants et l'entraîne dans l'obscurité alors qu'il hurle. Des cris étranges se font entendre dans l'obscurité. Le présentateur affirme qu'aucune des 3 premières équipes n'a survécu, il dit aux participants de jouer équitablement. Il rappelle que toute l'équipe est éliminée si celui qui a deviné perd et meurt. Woti Yankee dit qu'il n'aurait jamais pensé que la même pensée viendrait au héros et l'invitait à devenir ami et à s'entraider pour deviner. Le héros demande s'il veut vraiment se lier d'amitié avec lui, ou s'il veut simplement découvrir sa position dans le monde réel et le tuer, en acceptant la prime sur la tête du héros. Le héros dit qu'il ne peut pas travailler avec un allié aussi ignoble, il répond que le héros est un hypocrite. L'autre dit qu'il y a des tensions entre les équipes et qu'on ne sait pas qui remportera ce tour. Le héros voit un tissu noir incompréhensible, l'effet du rideau noir, qui a été activé par son adversaire à l'aide de l'objet, est déclenché. Un rideau noir est un effet qui peut tout cacher, empêchant quiconque de voir ce qu'il y a derrière. Le héros pense qu'il s'agit d'un jeu d'énigmes et qu'ici, tout d'abord, il ne faut pas deviner, mais interférer avec l'ennemi. Un rideau noir recouvre une pancarte avec un mot à deviner dans la cellule du personnage principal, son équipe était dans une impasse. Le personnage principal tente d'arracher le rideau, le rival du héros dit que cela ne sert à rien et qu'il a désormais perdu. L'animateur dit qu'il a été interrompu et qu'il est maintenant prêt à recommencer le prochain tour. Alors qu'il reste une seconde avant le deuxième tour, le héros met la main dans la cage de l'adversaire, il lui dit de ne pas se réjouir à l'avance. À la grande surprise de son adversaire, le héros arrache de la cellule de son adversaire le panneau avec le mot à deviner. Les 2 équipes sont choquées par cette décision, à l'exception de Chu Shang, qui reste toujours aussi cool. Woti Yankee dit qu'il s'agit d'une violation des règles, mais le héros répond que sinon il ne l'aurait pas pendu à l'intérieur si la possibilité de l'emmener n'avait pas été conçue. Woti Yankee essaie de se plaindre d'avoir enfreint les règles, mais l'autre l'ignore. Le présentateur dit que le jeu est dans une impasse et que maintenant même lui ne sait pas quels mots ont été épargnés. Woti Yankee propose de retirer le rideau en échange de son signe et de continuer le jeu comme d'habitude. Le héros dit calmement qu'il n'accepte pas ces conditions. Woti Yankee se met en colère et demande si le personnage principal veut que tout le monde perde d'un coup. Le présentateur commente leur dialogue, il demande s'ils parviendront à un accord. Woti Yankee dit que Matthew Gu est recherché et que la mort dans cette compétition sera un sérieux obstacle pour lui. Woti Yankee dit que pour lui, contrairement au héros, la mort ne menace rien de grave, le héros dit qu'il ne mourra pas avec lui. Woti Yankee le regarde avec surprise, ne comprenant pas ce que voulait dire le héros. Le présentateur annonce qu'il ne reste que 5 secondes avant la fin. Le présentateur compte les secondes jusqu'à la fin de la compétition. Woti Yankee regarde le héros et ne comprend pas pourquoi il est toujours aussi calme. Le présentateur compte à rebours la dernière seconde, ce qui met fin à la compétition. Le deuxième tour se termine et la porte de la cage du héros s'ouvre. Un terrible monstre apparaît derrière le héros,
avec un œil visible sur sa paume. Le fantôme a de grands crocs pointus, il émet dès son prédateur. Le monstre commence progressivement à s'approcher du personnage principal. Woo-Ti-Yanki dit avec contentement qu'il mourra plus tard que le personnage principal et qu'il le verra mourir. Le fantôme qui rampait jusqu'au personnage principal s'est soudainement arrêté. Le monstre observe le personnage en silence pendant un certain temps. Le personnage principal regarde calmement le monstre dans les yeux. Le fantôme prend peur et commence à s'éloigner du personnage principal. Woo-Ti-Yanki est surpris et ne comprend pas pourquoi le fantôme est revenu. Un méchant monstre apparaît derrière Woo-Ti-Yanki, le héros dit qu'il a déjà réglé ses affaires. Le fantôme attaque Woo-Ti-Yanki, le déchirant, mourant, il crie que ce n'est pas la fin et que Matthew Gu le retrouvera encore. Le héros attend et peu à peu le bruit provenant de la cage de son adversaire s'estompe. Le héros demande à l'autre si le jeu est déjà terminé. L'autre dit que c'était leur erreur de ne pas avoir embauché des fantômes de rechange provenant d'autres donjons pour un tel cas. L'autre annonce que dans ce cas le jeu est terminé et que son équipe remporte la compétition. L'animateur dit qu'il s'agit du 4e match de ce jeu et qu'ils sont les gagnants du 4e match. Le héros pense que le présentateur comprend qu'il y a eu des jeux précédents, sa mémoire n'est donc pas réinitialisée à chaque fois. La cage s'ouvre et le héros sort de la cage vers son équipe. Soudain, il voit Wang et Chu Shang remarquer quelque chose et sont surpris, il ne comprend pas pourquoi ils sont si surpris. Le héros suppose que quelque chose est apparu sur le tableau et se retourne pour regarder, mais n'a pas le temps. Lorsqu'il y regarde, l'inscription a déjà disparu et il n'a pas le temps de la lire. Wang a dit qu'il y avait le nom de quelqu'un écrit là, mais qu'il avait disparu trop vite pour qu'il puisse le lire. Chu Shang n'a pas eu le temps non plus. L'animateur leur dit de récupérer rapidement les prix, 2 objets pour Matthew Gu et 1 pour chacun des autres membres de l'équipe. L'autre dit qu'ils peuvent choisir n'importe quel objet parmi ceux sur la table, ainsi que tout ce qu'il a trouvé dans le donjon. Il y a plein de petites choses différentes de toutes sortes sur la table. Le MJ dit qu'il ne pourra voir les descriptions et les capacités des objets qu'après avoir déjà quitté le donjon. Van dit qu'il veut prendre les pièces, Chu Shang prend un morceau de papier bleu. Le héros examine les objets et réfléchit à ce qu'il doit emporter. Il voit une statue effrayante d'une chauve-souris, dont les yeux brillent en rouge. Cette statue orne le grand portail, l'autre dit qu'ils peuvent quitter cet endroit en passant simplement par le portail, il prévient que le portail prendra tous leurs objets s'ils en prennent plus que leur juste part. Le héros demande s'il peut prendre un certain nombre d'objets, le présentateur répond oui. Le héros dit qu'il se souvient qu'il y avait une horloge là-bas, l'autre dit que ce n'est pas une récompense et qu'il lui appartienne. Le héros dit qu'il comprend et qu'il n'a pas le choix, il fait un bond en avant inattendu. Le présentateur dit qu'il est heureux que le héros comprenne, mais n'a pas le temps de finir, car le héros l'attaque. Il attrape le chef et saute dans le portail avec lui. Wang et Chu Shang sont choqués par la décision du protagoniste. Wang demande si cela fonctionnera, mais Chu Shang pense que oui. Chu Shang dit qu'ils peuvent prendre leur temps et qu'ils s'attendront à des prix en guise de compensation. Le portail apparaît au milieu de la rue dans le monde réel, près de la caisse enregistreuse, d'où les héros se rendaient au donjon. Le caissier est surpris lorsqu'il voit quelqu'un sortir. Il est encore plus surpris lorsqu'il se rend compte que c'est le chef du donjon, qui est porté par Matthew Gu, jeté sur son épaule. Le présentateur, M. Green, est extrêmement surpris lorsqu'il réalise où il s'est retrouvé. Le caissier dit que malheureusement M. Green est arrivé plus tôt que prévu. M. Green demande à être ramené, le caissier dit qu'il ne ramène pas les PNJ, Matthew Gu réfléchit à leurs propos et au fait que le personnage n'a pas disparu de la sortie du donjon. Matthew Gu dit qu'il ne peut pas partir puisqu'il est sa récompense pour avoir terminé le donjon. M. Green lui dit de le laisser partir. M. Green lui offre sa montre, le héros dit que, sous certaines conditions, il est prêt à faire quelques concessions. Une montre est un objet spécial qui vous permet de sauvegarder vos années de vie dans une archive, puis de revenir à l'âge enregistré précédemment. Le héros est heureux que cet objet l'aide à survivre, le système effectue l'analyse et déclare ensuite qu'il est incompatible avec l'article. Il demande à M. Green si la montre est fausse, il répond avec colère que non et que le héros devrait enfin partir. Le caissier dit qu'une notification est arrivée de l'organisateur du jeu. M. Green demande s'il sera transféré dans un autre donjon. Il s'avère qu'il s'agit d'une notification indiquant que son donjon a suspendu ses opérations en raison de l'absence de chef. M. Green y pense avec horreur. Au bout d'un moment, les héros arrivent à l'entrée du supermarché. Chu Shang dit que la montre, appelée archive, ne vous sauvera pas de la mort, le héros demande à les garder pour lui. Van demande pourquoi ils ont décidé de voyager la nuit, le héros dit qu'il ne pourra pas conduire de voiture pendant la journée. Ils viennent chez le vendeur, qui est déprimé. Le vendeur demande avec empressement s'il veut voir les véhicules et salue les héros. Il montre le corbillard, Chu Shang dit que maintenant il devient clair pourquoi le héros ne veut pas voyager pendant la journée. Le vendeur affirme que le corbillard n'a pas besoin de carburant et qu'il peut atteindre de grandes vitesses. Il explique qu'une telle machine peut être mise en inventaire et stockée de cette façon. Le héros demande combien d'emplacements d'inventaire le corbillard occupera ainsi. Le vendeur répond qu'il y a 3 cellules. Le héros dit qu'il accepte de l'acheter, le vendeur demande s'il en est sûr. Le vendeur lit que le personnage principal est stupide car il n'a pas de permis de conduire. Soudain, il s'aperçoit que le corbillard s'est mis en mouvement.
Il a l'air surpris alors que la voiture s'éloigne. Le vendeur jure quand il se souvient que c'est le joueur qui se trouvait dans ce donjon. Les héros parcourent la route dans un corbillard, développant une vitesse énorme. Van regarde nerveusement la route, craignant que le héros ne s'écrase quelque part. Il crie au héros de regarder la route et d'être plus prudent. Le personnage principal lui dit de tenir bon et accélère encore plus. Van crie alors que la voiture saute dans les airs. Le héros et Chu Shang restent imperturbables, mais Wang crie à plein poumon, il dit qu'il va mourir sitôt. Le corbillard atterrit avec un bruit sourd sur la route. Dans une série de sauts d'une ampleur surnaturelle, la voiture se déplace sur les toits des maisons. À l'aube, ils arrivent à destination. Ils lisent la description de l'événement du festival. L'entrée de la zone où se déroulera l'événement sera bloquée à toute personne n'ayant pas acheté de billets. Le héros dit que le festival commencera dans 20 jours et qu'il faudra trouver une billetterie vendant les billets correspondants. Chu Shang dit qu'ils doivent entrer dans la ville, car il y a une forte probabilité de trouver un guichet dans les zones densément peuplées. Le héros dit à Van de ranger la voiture pendant qu'ils partent se promener, c'est annoncé. 3 personnages se promènent dans la ville, il n'y a personne autour d'eux. Ils entendent le bruit de leurs pas et le sifflement du vent. Chu Shang note que la ville est trop calme et qu'il ne l'aime pas. On dit que la ville semble morte, une aura verdâtre est visible autour de la ville. Les héros se promènent dans la ville putschiste, il n'y a personne autour, même les animaux et les oiseaux sont absents. Van demande pourquoi c'est si calme ici. Chu Shang suggère que les gens ont trop peur pour quitter leur domicile. Chu Shang dit qu'il y a des voitures et des cadavres bien rangés dans la rue. Il est sûr que quelqu'un maintient l'ordre dans cet endroit. Le héros propose de se rendre au kiosque à billets. Van remarque soudain quelque chose, il crie qu'il y a du monde ici. Il voit une escouade de police devant eux, la police demande ce qu'ils font à l'extérieur de la maison. Le policier remarque qu'à en juger par leurs vêtements, ce ne sont pas des locaux, il dit qu'il est le shérif de cette ville et les héros prononcent leur nom. Chu Shang appelle le nom de famille du héros, mais le héros lui-même reste silencieux. Chu Shang dit qu'ils étaient de passage ici et ont décidé de s'arrêter, il demande pourquoi les habitants ont peur de sortir. Le policier dit qu'il ne devrait pas s'inscrire ici car un donjon ouvert apparaît parfois ici au hasard. Van demande si ce donjon est vraiment si effrayant, le shérif répond que tous ceux qui y sont entrés sont morts. Il dit qu'il y a beaucoup de fous là-bas, et que les héros ont de la chance de ne pas avoir atterri là-bas, il leur demande de partir. Le héros commence à parler de diriger, mais Chu Shang l'interrompt. Une fenêtre d'interface apparaît devant les héros, et ils sont transportés vers le donjon. Il s'agit d'un donjon professionnel spécial avec un niveau de difficulté élevé. Là, il faut au moins 50 joueurs pour commencer. Van demande si ce donjon envoie des centaines de joueurs au massacre. Le héros lit que dans le donjon, tous les joueurs seront divisés en classes supérieures et inférieures et que tous les joueurs des classes inférieures seront tués pour avoir insulté la classe supérieure. Le héros attend pendant que le donjon ajoute de nouveaux joueurs et charge. Enfin, le chargement se termine et le héros dit que le donjon commence. Le héros apparaît sur un siège à côté d'autres personnes, enchaînées. Il y a donc 32 personnes. Le héros ne peut pas bouger, il voit que la personne assise à côté de lui est un personnage non-joueur, puisqu'il n'a aucune information sur le joueur. Un homme apparaît qui dit qu'ils sont tous des joueurs. Il est surnommé le professeur tueur et dit qu'ils sont tous des pêcheurs et appartiennent à la classe inférieure. Les gens assis ont peur des gens. L'animateur affirme que cela réduit le taux de criminalité parmi les classes inférieures. Un homme s'approche du présentateur et lui dit que les caméras sont prêtes. Ces caméras ont un objectif panoramique et peuvent montrer tout ce que le joueur voit. L'animateur dit qu'ils approchent de la zone interdite et qu'il est heureux qu'ils se séparent bientôt. Un transfert se produit et le héros entend un son fort. Les menottes du héros s'ouvrirent, il ne comprend pas ce qui s'est passé, puisque les autres sont toujours fermées. La vitesse augmente et la chaise du héros s'envole hors de la structure. Le personnage principal s'envole et commence à s'envoler rapidement. Il tombe au sol d'une grande hauteur et pousse un bruit de douleur. Il pense que c'est une manière cruelle de diviser les joueurs. Le héros est observé à travers la caméra. L'observateur devant le moniteur dit que le personnage principal a l'air calme, mais il est sûr qu'il se brisera tôt ou tard. Le héros commence à marcher dans la rue en direction des immeubles, il est tard dans la nuit dehors. Il trouve une carte de la ville minière, il note qu'il s'agit d'un endroit très vaste et dangereux et qu'il devrait trouver une arme. Il se demande où ont fini Wang et Chu Shang. Van est assis par terre, désespéré. Derrière Van, la porte s'ouvre avec un grincement, un fantôme effrayant y apparaît, Van le regarde avec peur.